Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors, salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Liane Cash. Donc joueur français, écoute Liane, je te laisse te présenter. Salut Johan. Oui, joueur français, oui et non. Euh, je Oui, voilà. suis, je suis originaire de Manchester, en Angleterre. J'ai toujours et encore la nationalité britannique, mais D'accord. je joue sous le drapeau, sous les couleurs françaises, que ce soit en Ouais. PDC, en WDF. Ça fait quand même 15 ans que je joue aux fléchettes en France. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai toujours la nationalité britannique. Mais ça fait un peu plus de 30 ans que je vis en France. D'accord. Écoute, ok, donc j'imagine ça va arriver avec. Je vais te poser la première question, hein, ça va être la question la plus facile que tu vas avoir ce soir. À quel âge as-tu commencé les fléchettes? Donc j'imagine que tu as commencé en Angleterre. J'ai commencé en Angleterre, oui. Alors, ça dépend ce que tu entends par commencer les fléchettes. Moi, je vais dire la première fois que j'ai jeté des fléchettes, je devais avoir 10 ou 11 ans. Ouais. Mes parents, ils ont installé une cible dans la chambre que je partageais avec mon petit frère. Euh, Ouais. c'est une époque enfin, c'est une époque. Je suis toujours, hein, c'est une époque où j'étais passionné de fléchettes, mais j'ai envie de dire, c'est une époque où le pays entier était passionné de fléchettes. C'était entre guillemets la belle époque des fléchettes en Angleterre. On parle du début des années 80. Bien sûr. Ouais, bah, dans ces eaux-là, 80, 81, Mhm. les fléchettes étaient en plein essor. C'était vraiment, c'est un truc que tu voyais sur les grandes chaînes, j'allais dire terrestres, mais à l'époque, bah, il n'y avait que des chaînes terrestres. Ouais, c'est ça, c'est Mais ça l'époque d'Eric passait Bristow et tout ça. exactement. C'est Eric Ouais. Bristow, John Law, Jockey Wilson, enfin tous ces grands noms-là que certains connaissent peut-être, ceux qui ont creusé un peu l'histoire des fléchettes, ou ceux qui sont un peu anciens comme moi. Ouais, donc début des années 80, ouais, j'avais 10, 11 ans, regardais les fléchettes quand ça passait à la télé, et je pense que mon frère, on a tanné les parents pour qu'ils s'installent une cible. Euh, Ils ont été extrêmement gentils, très indulgents. Ils sont allés, euh, ils sont allés dans le magasin de sport local et puis ils ont acheté la cible. Ils ont installé ça dans notre chambre. Mais bizarrement, sur le mur mitoyen entre notre chambre et leur chambre. Donc, D'accord. donc ils ont vraiment payé le prix fort parce que nous, on jouait jusqu'à pas d'heure. Et à un moment donné, ils venaient, ils disaient, hey, les gars, c'est l'heure d'aller se coucher parce que nous, on était des fous furieux des fléchettes. Tu me mettais un jeu de fléchettes entre les mains, je pouvais jouer pendant des heures. Ouais. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, Ouais, ouais. On est mais beaucoup dans ce cas-là. j'ai pas les parents qui viennent gueuler maintenant. C'est moi qui dois me dire, on C'est ça. arrête, il faut poser les fléchettes, on va les manger, on va passer la soirée à faire autre chose. Mais, voilà. Donc ouais, 10, 11 ans, mais voilà, pas forcément pas de manière compétitive, mais je joue avec les D'accord. frangins, avec les copains, tout ça à la maison. Et donc, tu as eu forcément un moment où tu as fait une pause et tu as repris, j'imagine? Alors moi j'ai joué, pour faire un peu l'histoire, j'ai joué que comme ça pendant un bout de temps. Ensuite, de manière compétitive, j'ai joué quand j'étais à la fac en Angleterre. D'accord. Donc, j'étais à la fac à 18 ans. Et contre toute attente, j'ai trouvé, enfin ce que je m'attendais à trouver, forcément, bon, les équipes de rugby, enfin les sports un peu connus, le Ouais, bien sûr. foot, tout ça. Et puis un soir, dans le bar de la fac, je vois des mecs jouer aux fléchettes, je dis, ah ouais, bah, c'est bien ça. Je vais les voir, les gars, hein. Et en fait, j'ai été pris dans l'équipe. On a fait deux saisons. Je fais 2 saisons dans cette équipe-là. Et c'était vraiment les premiers moments de compétition. Bon, après, ça dépassait pas le périmètre de la fac. Donc, on jouait un peu Bien entre sûr. nous. Donc, il y avait des compétitions un peu internes. Mais j'ai pu goûter un peu aux fléchettes de compétition.
à 18-19 ans. Ouais. Et après, j'ai eu un léger blocage. On en parlera tout à l'heure. Ouais, un léger. On en parlera Et en fait, tout à l'heure. là, j'ai arrêté les fléchettes et ensuite, effectivement, j'ai fait une grosse pause. J'ai repris que en France. Du coup, ouais, en France, t'es en France depuis combien de temps au final Alors, je suis en France depuis 92. D'accord. Et t'as Alors, pour commencé toute les fléchettes en France à quel moment du coup 92 aussi? Non. Non, pas du tout. C'est pour ça que je parle d'une grosse pause. Je suis arrivé en 92, j'ai repris les fléchettes en 2000, fin 2008, début 2009. Donc je fais une pause de 17 ans. D'accord, ouais, grosse pause. Grosse pause. Je venais pas en France pour ça, je suis venu en France. Déjà, je suis venu en France pour 6 mois. Faut Bon, savoir. après, Donc, est-ce que ça serait judicieux de venir en France pour les fléchettes quand on est en Angleterre? Je suis pas sûr. Non, figure-toi, bon, peut-être en parler de l'histoire du blocage, mais j'avais arrêté les fléchettes de toute façon en Angleterre. Et quand je suis venu en France, c'était pas pour ça, j'étais pour bosser. Et j'étais, franchement, à cette époque-là, au-delà du fait que je n'avais plus tellement envie, mais j'imaginais même pas qu'on joue aux fléchettes en France. Pour moi, c'était tellement un sport anglo-saxon. On va en parler de ça, c'est ça qui va être très intéressant. Avant de parler de ton blocage, parce que je sais que c'est une partie, j'ai vraiment envie qu'on développe, mais avant de parler de ton blocage, je voulais savoir justement quelle vision, du coup, tu avais de la France, justement, en tant qu'Anglais qui arrive en France, par rapport aux fléchettes. Donc justement, tu savais même pas qu'il y avait des joueurs français quelque part, c'est ça? Oui. Non mais honnêtement, j'ai commencé à faire un petit peu ma vie. Je pensais plus aux fléchettes, alors que ça avait été une passion plus jeune, comme je t'ai dit. Bien sûr. Et en fait, l'envie est revenue. Je sais situer le moment exactement. Je suis allé aller boire un verre avec un collègue un soir dans un bar à Paris, dans un pub. Ouais. Et dans le pub, il y avait deux choses. Il y avait une cible de fléchettes. J'étais déjà très étonné de voir une cible de fléchettes. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que ça devait être sur Eurosport à l'époque qui transmettait, je me demande si c'est pas les championnats du monde, tu vois, une rediffusion, un championnat du monde, donc BDO à l'époque, 2009. Oui. Et donc je buvais un verre au bar avec ce collègue et j'avais des gars qui jouent aux fléchettes d'un côté et juste au-dessus une retransmission de match de fléchettes. Et en fait, je me vois encore en train de parler avec ce collègue, expliquer que les fléchettes, ouais, j'adorais ça quand j'étais petit, mais j'ai pu jouer. Je commence à expliquer un peu l'histoire. Mais c'est vraiment en rentrant ce soir-là, je me suis dit, fléchettes en France, mais ça existe. Alors je ne savais pas à quel niveau, je ne savais pas où mais on ça jouait, t'a redonné envie déjà à l'époque. Mais vraiment comme ça, du jour au lendemain, ça m'a redonné envie. Je suis rentré le soir même. Et j'ai fait tout bêtement, comme tout le monde, je fais une recherche sur Internet pour savoir s'il y a des endroits pour jouer sur Paris, s'il y a des clubs, machin, et tout est parti de là. Un soir au hasard dans Paris, les fléchettes, ça. Et je me suis dit que ça me manque un peu. Ça me manquait le côté sport compétitif, enfin voilà, un truc auquel j'étais pas trop mauvais à l'époque. Et je me suis dit, je retenterais bien le coup. Et tout est parti de là. J'ai trouvé un club en région parisienne, donc vraiment fin 2008, je pense. Et j'ai commencé vraiment à jouer début 2009 en équipe, le championnat, les matchs sur peine de comité, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Tout est parti de là petit à petit. Ouais. D'accord. Toi, justement, là, ça va venir sur la question suivante après. De par rapport à ton parcours et justement, va arriver cette question, comment tu vois l'évolution des fléchettes en France et est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que justement tu vois qu'il y a quand même des améliorations tu vois, je vais mettre en petite parenthèse. Par exemple, moi, je suis très fier ici, chez nous au Sud-Ouest, parce que nous, par exemple, notre club existe depuis l'année passée. On était le premier club dans notre département. Et maintenant, on a été rejoint par le premier club dans notre comité du Pays Basque, qui fait partie des régions comme la Bretagne
comme ça pourrait être la Corse, avec des caractères assez forts et très marqués en termes voilà de terroir et en termes de leur manière de vivre. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'est un marqueur fort qu'il se passe quelque chose quand des territoires comme ça, un peu, on va dire, un peu sauvages, on commence à justement à jouer aux fléchettes. Ouais, ah oui, je te rejoins complètement là. Quand j'ai commencé, je pense qu'il y avait, il y avait les régions un peu fortes, un peu connues de fléchettes, qui le restent aujourd'hui. Hein. Oui, oui, la Bretagne. Quand moi j'ai commencé il y a 15 ans de ça, t'avais le Nord, Les Vosges, t'avais l'Est, les Vosges, t'avais, tu vois, la Bretagne forcément, bien sûr. t'avais un peu du Sud-Ouest, t'avais un peu du Centre, mais il y avait, tu l'as dit toi-même à l'instant, il y avait des espèces de grands déserts en France où on ne jouait pas aux fléchettes. Ouais. Et ce qu'on voit depuis peu de temps finalement, peut-être, c'est qu'il y a des clubs, alors il y a tout plein de raisons, hein, mais il y a des clubs, des comités, voire des ligues qui poussent un peu partout. Alors, le week-end dernier, j'étais à l'Open fédéral dans les Vosges. Comme depuis 15 ans, j'ai discuté avec des joueurs de clubs en Bourgogne, dans la Nièvre. Voilà, il y a des endroits où on joue aux fléchettes aujourd'hui où on n'imaginait pas il y a, je peux parler d'il y a 15 ans, mais on peut parler même d'il y a 5 ans. Il y a quand même un essor, il y a quand même une montée en puissance des fléchettes qui est super intéressante. Donc, est-ce que c'était mieux avant? Non. Bah non, parce que plus il y a des clubs, plus il y a des joueurs, plus c'est intéressant pour tout le monde, plus on peut envisager des choses intéressantes aussi pour notre sport, à tous les niveaux, au niveau comité, ligue, nationale, équipe de France. Enfin voilà, ça donne des perspectives qu'on n'avait peut-être pas il y a 15 ans. Alors que, je vais redire encore, il y a 15 ans, j'étais déjà épaté de rentrer dans ce monde des fléchettes en France et de trouver qu'il y avait quand même, à l'époque, il devait y avoir 8 ou 10 clubs en région parisienne. C'est toujours un peu en secret. Hein. Toi, tu es du milieu, maintenant tu sais que bon, les flèches, tu dis aux gens que tu pratiques les fléchettes. Ah bon, il y a des clubs de fléchettes. Bon, donc, tu commences à expliquer et les gens sont toujours surpris d'apprendre que il y a une vraie structure, il y a pas loin de 2000 licenciés aujourd'hui. Donc, c'est un vrai truc. Et donc, il y a 15 ans, je t'ai déjà étonné, on n'était pas à 2000 licenciés, on était plutôt autour de 1000, 1002, enfin, je ne sais pas exactement les chiffres. Mais cette croissance qu'il y a eu en termes de nombre de licenciés et de couverture géographique, pour moi, c'est forcément intéressant pour le sport. Plus il y a des gens qui jouent, mieux c'est pour notre sport. Eh bien, complètement. Et puis même, je vais te dire, j'ai l'impression que c'est mondial. Hein. C'est pas qu'en France. Hein. J'ai cette impression de voir qu'il y a pas mal de pays où il se passe des choses où il se passait rien. Que même les pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre voient de plus en plus de joueurs pousser, ce qui fait qu'il y a énormément de monde, je pense. Et il y a de plus en plus de bons joueurs aussi. Faut le dire. Oui, alors ça, tu peux, quelque part, tu dis, plus de bons joueurs, que ce soit au niveau de la France ou à l'étranger, à l'international. Tu dis, c'est plus compliqué de gagner des matchs et d'avancer, mais le fait est que ce vivier qu'on a, forcément, ça fait grandir le sport et tu peux pas être mécontent de ça si tu es un joueur de fléchette qui est passionné par ce sport et par ce sport en France. Moi, j'étais super content de voir les maillots des clubs de partout en France ce week-end, d'endroits où on n'a jamais joué aux fléchettes auparavant. Puis les gens
les gens passionnés, les gens qui installent des clubs dans des villes un peu, comme tu dis, un peu excentrées, un peu, enfin, un peu de désert, Mhm. un peu de désert, pardon. Mais c'est Donc, la c'est vachement bien. vérité et puis c'est un milieu passionnant. Tu vois, moi quand j'y réfléchis, il y a un an, jamais je me serais dit que je jouerais en club, que j'aurais une chaîne YouTube. Tu vois, ma chaîne YouTube, elle a même pas un an encore, donc Ouais. et même pas, et encore plus pire que ça. Là, tu vois, je viens de passer président de mon comité, donc c'est une lourde responsabilité, mais j'en suis d'un côté fier et jamais je me serais dit tiens, je vais faire tout ça. Mais c'est tellement prenant, c'est tellement passionnant, on a tellement envie que les fléchettes, elles grandissent partout, hein, dans tous les territoires. Bon, moi, évidemment, j'ai envie de me battre pour mon sud-ouest et en plus, moi, je suis vraiment côté Bayonne, tout ça. Donc, voilà, on est vraiment le sud-ouest, tu vois, pour le coup. Ouais, c'est vrai de vrai. Mais, hein, on est C'est les vrai vrais. de vrai. Voilà, c'est ça. Non, et sans parler de ça, et c'est vrai que je suis content de voir toute l'effervescence qu'il y a en fait autour de notre sport. De toute façon, on l'a vu, que ça soit pour les réunions d'information qu'on a pu faire ou pour voilà certains déplacements où les gens sont curieux quand même et demandent, posent beaucoup de questions. Là où j'ai l'impression qu'il y a quelques temps, les gens voyaient juste ça comme un jeu de bar. Alors, ça reste encore un jeu de bar, hein, parce que justement, beaucoup de bars à flèches d'ailleurs se montent un peu partout en France. Oui, Partout, parce que oui. moi, même nous, là, ici, on en a qui se sont montés. Et mais justement, on voit quand même au-delà de ça maintenant. C'est-à-dire que la PDC, mine de rien, devient de plus en plus visible. Et on voit bien quand même c'est quelque chose de sérieux, de carré. Et je pense que ça plaît aux gens. Et d'ailleurs, je trouve dommage que la WDF ne soit pas plus retransmise. Enfin, voilà, qu'on puisse y accéder plus facilement. Parce que c'est aussi intéressant de voir les matchs WDF comme Thibaut a pu faire ou d'autres, hein, d'ailleurs, même vous quand vous êtes parti. Voilà, c'est vrai qu'il faut toujours suivre un peu des liens obscurs et voilà, c'est un peu dommage, mais ça y arrivera. Ça y arrivera, mais tu sais aussi, enfin, il n'y a pas de secret. La paix de PDC, c'est professional, c'est un business. Hein. Et d'autres l'ont dit sur ta chaîne avant moi, la PDC, ça fait une belle exposition pour notre sport, c'est incroyable. On parle de quand j'ai commencé, j'avais 11 ans, imaginez pas. Alors, il y a deux choses. Hein. Le nombre de tournois qu'on voit en PDC, mais c'est incroyable par rapport à ce qu'il y avait en PDO. Toute l'année. À la belle époque, il y a des trucs tout le temps. Même des Players Championship en streaming sur la chaîne PDC. Ouais. Enfin voilà, il y a énormément de tournois, presque trop. À entendre les joueurs, presque trop. Mais il y en a beaucoup. Et pour des, je suis joueur de fléchettes, mais je suis fan de fléchettes. Pour le fan que je suis, mais c'est incroyable. Non, mais c'est sûr. Au minimum tous les 15 jours, t'as un truc. Tu puis là, jusqu'à la fin de l'année, c'est gavé. Hein. Il y a encore plein de trucs qui arrivent, c'est incroyable. Oui, pour finir avec les championnats du monde, qui est quand même le point culminant. Par contre, alors le seul truc que je dirais, c'est il y a plus de tournois, c'est plus médiatisé quelque part parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais il y a un truc qui m'épate toujours, c'est que quand tu reviens, on parlait tout à l'heure de la, j'appelle ça l'âge d'or des fléchettes, enfin la belle époque des fléchettes en Angleterre, de la BDO et tous ces grands joueurs. Il faut savoir que les finales des championnats du monde BDO étaient retransmis tout début janvier, donc sur la BBC, donc sur une grande chaîne terrestre, mais 7-8 millions de téléspectateurs. Ouais, d'accord. 7 millions de téléspectateurs pour un match de fléchettes, tu dis, mais la PDC ne peut que rêver de ça. Ils font des bons chiffres, mais ils font pas 7 millions, hein, je peux te le dire. Non. Par contre, ça se professionnalise, ça passe de l'argent, enfin, ça investit. Disons que c'est plus ça. J'ai l'impression que quand il y a eu ce changement, c'est parce que les joueurs ils perdaient. J'imagine que les chaînes de télé se remplissaient les poches à l'époque et pas trop les joueurs, c'est ça, j'imagine, et que c'est pour ça que la PDC. C'est un peu la jeunesse de la PDC, ouais. C'est un peu ça l'histoire, c'est que les joueurs estimaient qu'ils
ils n'avaient pas vraiment leur vraie part du gâteau. Ah, bien sûr. Et donc, en fait, il y a je sais pas combien ils étaient, 14, 15, Oui, il y à avait Martin Taylor, de je la sais BDO. aussi, Ouais, mais Gusto, enfin, tous les gros, hein, tous les plus gros gros sont joueurs. partis. Ouais, bien sûr. Il y en a un qui est revenu après, mais tous les autres sont partis. Ils ont créé la PDC en Ouais. 94, je crois. Mais tout est parti de là. Mais effectivement, ça a commencé pour une histoire d'argent. Et puis, c'est quelque part, PDC est resté fidèle à leurs origines. C'est un business. C'est un business Ouais, qui est ouais, ouais. super bien mené. C'est un business qui Ouais. brasse beaucoup d'argent. C'est un business qui est Est-ce que des très fois, bon ça en pour serait pas un les. peu écœurant, ça, justement? Je voyais ça d'un regard extérieur, le fait que, mais ouais, justement, est-ce que ça pourrait pas un peu, justement, comme, enfin, après, ça veut rien dire, hein, mais il y a certains sports où quand il y a beaucoup trop d'argent, je trouve que du coup, ça perd un peu. Bon, là, le fait que ça soit un sport individuel, déjà, ça change la donne par rapport à une équipe qui peut acheter des joueurs ou autre. Donc déjà, c'est différent. L'argent ne circule pas de la même manière, mais est-ce que du coup, ça ternirait pas des fois un peu le sport entre guillemets? Alors après, c'est des gros guillemets, hein, mais c'est pour creuser un peu sur ce sujet. Qu'est-ce que t'en penses, toi Je, je, j'ai envie de dire, toi, tu connais les flèches depuis peu de temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça t'enlève quelque chose quand tu es devant ton PC ou ta télé à Ah non, regarder non. le championnat? Alors, Bah non. non, mais je me Je suis pense déjà que dit qu'il y avait un enjeu financier à avoir certaines personnes dans les phases finales. Et tu pourrais être en droit, alors on n'en est pas là, attention, hein, je dis pas que c'est vrai, et alors je veux pas me dire n'importe quoi, mais je me dis que par exemple, on a plus d'intérêt de voir des Littler ou certaines personnes aller en finale qui vont vendre peut-être plus de tickets que de voir Pimpoy qui a réussi à avoir sa carte. Enfin, voilà, je dis pas ça, c'est pas négatif quand je le dis, mais il y a ce côté-là où moi ça me fait peur ça que dans quelques années, sans dire que ça soit truqué, parce que c'est très dur de se casser le bras aux fléchettes, il faut le dire quand même, surtout à ce niveau-là, mais voilà. Des fois, ouais. c'est quoi ces tirages, c'est un peu bizarre, c'est toujours un peu, enfin voilà, mais peut-être pas. Hein, Non, je sais pas. Moi j'ai envie de. Enfin, voilà. ça C'est juste dépend une question. de. Voilà. Non, mais c'est une bonne question, hein, et ça dépend de quel point de vue tu regardes. Parce qu'il y a aussi moi je sépare un peu, j'ai tendance à séparer un peu le public des fléchettes. Il y a le public un peu passionné, Oui, oui. et après il y a le public, grand public, Oui. qui va se brancher sur Sky TV en Angleterre ou Ah, bien sûr. sur les différentes chaînes et regarder ça, ou ceux qui vont au championnat du monde parce que c'est une belle soirée entre potes à la fin de l'année pour fêter Noël, tout ça. Bien sûr. Et après, tu as un public de vrais passionnés du Bien sport. sûr. Et moi, perso, je vais te dire, j'aime bien, j'adore regarder les Littler, Mangerwin, enfin tous les gros jouets. Ah, oui, Mais t'as regardé la finale dimanche soir? Ouais. Ouais. Richie Adams, qui a jamais gagné un titre PDC de sa vie. Moi, j'étais pour lui parce ému pour lui. même si j'adore Humphries, voilà quoi, il gagne tout. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, ça reste. Oui. En fait, ce que j'aime dans les fléchettes, Après, ils ont créé la première ligue pour ça aussi. Parce que d'un côté, la première ligue, il y a vraiment toutes les stars du PDC, il y a les 10 meilleurs. T'as les stars. Voilà. T'as les Donc, d'un côté, meilleurs, ils jouent sur cette semaine, là, t'en as pour ton argent. Mais tu vois, je préfère les Européens Tour, du coup. J'aime bien les Européens Tour. Moi, honnêtement, je me lasse rapidement de la première ligue. Ouais. Première ligue, une fois que tu as vu 3 semaines, ils se sont tous joués les uns contre les autres. Ouais. C'est un peu répétitif. Mais oui. les compétitions avec des joueurs peut-être moins connus, des compétitions qui sont un peu plus ouvertes, des tournois où. Si, le Grand Prix d'Angleterre était intéressant aussi, là, j'avais bien aimé, où Thibaut a joué et Jacques Labre aussi. C'était sympa. C'était sympa à regarder aussi. Il y a plein de joueurs qu'on voit pas tout le temps. Qui sortent leur épingle du jeu, en plus c'est cool. Ouais. Alors après, j'invite les gens s'ils peuvent à prendre l'abonnement à PDC TV, parce que du coup c'est vrai que sur les Players Championship qu'on peut suivre la semaine, donc c'est un plus petit comité, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint, mais du coup c'est intéressant à regarder aussi. Pour le coup c'est très sérieux.
Il n'y a pas ce côté festif qu'il y a. Voilà, là je le dis pour les gens qui regardent la vidéo, mais franchement c'est sympa. Moi je sais que justement à partir de, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais nous à partir de demain, Thibaut et Jacques Labre vont jouer au Players Championship. Ça va être le dernier de l'année. Et si vous pouvez, regardez parce que c'est toujours intéressant de voir. Les matchs sont plus intéressants. D'ailleurs, c'est marrant, le niveau est souvent. En fait, c'est bizarre. Les gens jouent pas tout à fait pareil aux Players. Je sais pas si t'as remarqué ce truc-là, que quand ils sont sûrs d'être filmés, il y a c'est une ambiance vraiment différente. Ouais. Quand tu vois les gros tournois là, tout au long de l'année où il y a des salles de 2, 4, 6, 10 000 personnes des fois en première ligue, là il y a une ambiance de folie. Enfin, c'est un peu ce qui plaît aussi aujourd'hui dans les fléchettes quand ça passe à la télé. Mais les Players Championships, c'est leur gagne-pain. Enfin, c'est là où justement, Yann, est-ce que tu ne crois pas qu'un jour ça va pas arriver en Angleterre déjà, que ça repasse sur une chaîne comme la BBC, que la PDC arrive à passer justement ces championnats du monde sur toutes les grosses chaînes anglaises? Les championnats du monde, je doute fort. Je doute fort parce que mais c'est pas réservé aux fléchettes ce débat-là. Oui, bien sûr. Les grandes chaînes BBC, ITV, ils ont plus de foot. Le foot c'est sur Sky. Les fléchettes c'est sur Sky. Même le cricket, qui est quand même un des 3 gros sports en Angleterre avec le rugby et le foot, même ça c'est sur des chaînes cryptées, des chaînes à abonnement. Donc je ne pense pas. Cela dit, il y a quand même un certain nombre de tournois PDC dans l'année, dont le UK Open et je sais plus, même celui le European Championships du week-end dernier, qui sont retransmis sur ITV. Donc il y a des chaînes, il y a des tournois PDC qu'on trouve sur les grandes chaînes. De là à se dire, est-ce qu'un jour on va retrouver, on va revoir les championnats du monde? Je ne pense pas, parce que je pense que Sky aligne bien pour les droits. La PDC vend au plus offrant, normal, c'est un business, encore une fois. Et je pense que le BBC ITV, ils peuvent pas. Mais c'est ce que j'ai expliqué, c'est que les gens souvent me demandent, mais pourquoi en France ça passe pas sur les grosses télés, les grosses chaînes et tout ça, et pourquoi on a toujours tout retransmis? Alors moi souvent je dis que c'est une histoire de coût, c'est-à-dire que ça coûte moins cher d'acheter une émission qui a déjà passé il y a un mois. Donc des matchs qui ont même des fois qui ont 6 mois de retard, souvent sur l'équipe. Donc moi je suis très content que l'équipe participe justement à ce développement en France aussi. Complètement. Mine de rien, mais c'est vrai que des gars comme nous, on a déjà vu ces matchs-là au final. Et donc voilà. Mais je pense que ça coûterait beaucoup trop cher. Pour l'instant, là, je pense que les grosses chaînes n'y voient pas d'intérêt. Est-ce que ça marcherait pas? J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr si une chaîne pariait dessus, ça pourrait marcher en fait, parce que ça attirait même des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder les fléchettes par curiosité. Peut-être un jour, moi je pense pas tout de suite, mais c'est possible. C'est possible un jour. C'est possible, mais encore une fois, dans le monde des affaires, c'est un gros pareil. Un patron de chaîne qui dit demain, j'ai pas le foot, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je mise sur les flèches. C'est une sacrée décision, ça, d'investir sur du direct, ne sachant pas s'il y a un public derrière. Alors, ça peut marcher. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas donné. Je pense que la PDC, ça doit pas être donné. Alors après, est-ce que eux, ils ont un intérêt à rentrer, à pas se développer dans tous les pays aussi? Est-ce que eux, en tant qu'organisation, ils auraient pas intérêt à essayer de rentrer en France, parce que ça reste un pays quand même important dans le monde, voilà, dans d'autres pays comme ça où ils vont pas finalement. Est-ce qu'ils n'auraient pas cet intérêt-là plutôt que de toujours rester bloqués? Alors il y a plus de pays qu'avant, mais bon, ça reste quand même tourné autour de l'Allemagne, la Belgique, Pays-Bas, l'Angleterre. Ils vont un peu aux États-Unis, en Australie, mais enfin voilà quoi. c'est limité encore. Ouais, peut-être, mais encore une fois, le patron de la PDC, ils sont là pour faire de l'argent. Ouais. Accessoirement pour faire vivre un peu les fléchettes. Mais si c'est le jour où ce sera pas plus les fléchettes, ce sera autre chose.
Et en fait, pour eux, la première, et je dirais quasi le seul facteur qui compte, c'est si on ouvre un nouveau marché, si on se dit on va faire un truc en France, on va retransmettre en France, est-ce que ça va nous rapporter de l'argent? Bah oui, Je non, mais pense c'est que sûr, toujours ça pareil. va pas Ouais, au-delà de ça. ouais, ouais. Ils sont pas non plus. Mm. Euh, c'est pas des mécènes, c'est pas des. Ouais, Voilà. bien sûr. Ils ont, Non, non, ils mais ont bien sûr, intérêt. Ils ont un intérêt dans les fichettes. bien Ils sûr. ont intérêt à ce que ça marche. Eh oui. Mais il faut que. C'est un business. Il faut que ça rapporte. Et donc quand même, on va rappeler un peu quand même ton parcours parce que c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé. Donc tu as participé donc à la Q-School, je sais, cette année. Ça fait combien d'années que tu fais la Q-School, toi, Liane? C'était la première Alors, année là? Ça fait non, des années. c'est la deuxième année. Non, Deuxième année. alors, c'est que la deuxième année. Ouais. Alors, c'est un truc que j'avais envie de faire. Et j'en avais parlé, il pourra te confirmer ça, mais j'en avais parlé avec Jacques Labre. On en Ouais. parlait, on en parlait pendant quelques années, Mhm. en se disant, ouais, ce serait bien de faire ça, aller voir ce que c'est, aller essayer de se mesurer un peu contre les autres joueurs européens, Bien enfin, sûr. les bons joueurs. Moi, vraiment envie de le faire. Pour ma part, j'ai été freiné par l'histoire du blocage. Je me suis dit, je vais pas investir du temps et de l'argent dans la Q-School euh, Mhm. si c'est pour aller prendre que des grosses défaites et revenir au bout Oui, 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 de oui. 3 jours la queue entre les jambes. Donc moi, Ouais, ouais. je l'ai pas fait. Eux, enfin Parce Jacques que et les les gens autres se se sont disent, lancés la avant. dépense, ça tourne autour de combien? Demain, un joueur veut s'inscrire. Alors, bon, moi, évidemment, on a déjà parlé tous les deux en off, plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, le mieux, c'est d'y aller, hein, quand même expérimenter à la Q-School. Hein. Mais du coup, combien ça coûte à peu près, voilà, dans les grandes lignes Alors, demain, quelqu'un veut faire la Q-School, ça lui revient à combien concrètement? la Q-School, si tu veux, les frais, ce qui est le plus cher, oui, ce qui coûte le plus cher à la Q-School, c'est l'inscription. Et Ouais. l'inscription aujourd'hui, elle est à 475 livres. Donc ça va chercher dans les 550 euros. Ça, c'est juste pour s'inscrire. Ouais, ouais. Maintenant, si t'es français, ça se passe à Kalkar en Allemagne. Donc D'accord. à tes 550, tu rajoutes Le trajet. le déplacement jusqu'en Allemagne et Mhm. un minimum, si tu n'arrives pas à sortir de la première phase, un minimum de 3 nuits Ouais, ouais. d'hébergement, enfin hôtel autre. Et puis il faut que tu manges un peu accessoirement. Voilà. Oui, Donc c'est ça. tu, tu fais le calcul, une semaine, même une petite semaine à la Q-School, c'est 800, Ouais, 1000 balles, quoi. entre Ouais, 800 ouais, et 1000 disons-le. balles. Ouais, c'est 1000 balles. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est, Oui, oui. voilà. Alors, ce qui est bien, et ça j'aime beaucoup, c'est un peu le système. J'ai beaucoup parlé de la PDC, il faut que ça rapporte de l'argent. Ce que j'aime dans ce système de Q-School, Ouais, alors il y a oui, des avantages et des inconvénients, bien c'est sûr. que c'est ouvert à tout le monde. Enfin, c'est ouvert à Ouais, tout le ouais. monde. Si tu as les 550 euros, si tu as les Oui. 475 livres, Après, faut être tu juste vas. bon, faut être meilleur. Et Ouais, ouais, ouais. voilà. Mais rien ne t'empêche d'y aller, même si tu Ouais, es c'est vrai nul. que c'est un avantage par rapport à d'autres sports, hein, parce qu'on rappelle que ce soit dans le Tout à fait. football, tu peux être un super bon footballeur, si t'es pas repéré par une équipe, tu feras rien du tout. Ouais, Non. ouais, donc c'est sûr. Ouais, ouais. Donc après, ça ne garantit rien. Évidemment, Ouais, ouais. si tu n'es Oui. vraiment pas bon, ou si tu as les yeux plus gros que le ventre et tu te dis, ouais, je vais aller me faire la Q-School, on peut vite déchanter parce qu'il y a des Ouais. très, très, très bons joueurs. Donc, mais si, et c'est le cas, on le voit clairement, si des joueurs sont tentés de le faire pour l'expérience, entre guillemets, et qu'ils ont les moyens financiers de le faire et Oui, une oui, semaine bah, de c'est toujours vacances pareil. à poser, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est Euh, relativement Est-ce que tu le refais démocratique et c'est cette ça que année j'aime bien. d'ailleurs? Hein, Liane, est-ce que Est-ce que tu je le refais refais? toi, cette année? Ouais. Est-ce que tu le Oui, refais cette je année? refais pour l'année à venir. En fait, cette année, j'ai fait la Q-School. Euh, je n'ai fait que 2 week-ends de Challenge Tour. Parce que oui, c'est ça aussi. C'est la Oui. Q-School.
ça peut être une fin en soi pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas. Donc, il y a la Q-School permet à un certain nombre de joueurs de gagner leur carte de joueur pro. Mais c'est aussi ça donne aussi la possibilité de faire le PDC Challenge Tour tout au long de l'année. Alors moi d'expliquer ça, c'est un peu le circuit semi-pro. C'est le moyen le plus simple d'expliquer ça. C'est des gens qui ont perdu leur carte de joueur pro, des gens qui espèrent le décrocher, des anciens pros, parce que des du coup, très bons joueurs amateurs. Si tu loupes la Q-School, donc tu as le Challenge Tour, est-ce qu'avec ce Challenge Tour, tu peux regagner aussi ta carte, c'est ça? Tu peux regagner ta carte. Alors, c'est pas le moyen le plus facile, parce que seules 2 cartes sont disponibles. Donc les deux premiers du classement Challenge Tour à la fin de l'année, après les 24 tournois, gagnent directement une carte PDC. Voilà. Alors, sachant justement, qu'il y a 300-400 joueurs qui font le Challenge Tour, donc. Beaucoup de gens se disent, parce que souvent on voit que gagner cette carte, on a l'impression que c'est la fin en soi une fois qu'on a la carte, voilà. Bon, il faut rappeler aux gens que si j'ai bien compris, la carte, il faut pouvoir la garder une fois qu'on a gagné sa carte PDC déjà, hein, c'est ça qui est assez compliqué. Mais c'est pareil, c'est pas parce qu'on a la carte professionnelle que on gagne beaucoup d'argent. Parce que moi, si j'ai bien compris, quand j'en parlais avec Jack Labre justement, c'est que financièrement, ça engage quand même des sacrés coûts. Et derrière, si on n'a pas les sponsors qui peuvent arriver quand même à vous aider aussi, parce que je pense que là, pour le coup, c'est bien d'être bien entouré. Ça va pas être évident financièrement de pouvoir suivre. Et je pense qu'il faut gagner des matchs, quoi. Tout simplement, en fait. Le débat va s'arrêter là. Il faut gagner des matchs. C'est là pour. Il faut gagner des matchs. Je pense que dans tes interviews et avec Jacques et avec Thibaut, les deux, ils ont dû expliquer que la carte, c'est juste un droit d'entrée sur le circuit. La carte en soi, une fois que tu l'as gagnée, ça te donne le droit de participer à tous les tournois PDC, des tournois pro PDC, de faire les Players Championships, de tenter de décrocher une place au championnat du monde. Enfin voilà, c'est un nouveau droit, mais tu as 0 livres, 0 euros de garantie. 0. Si tu ne gagnes pas, ça rapporte rien. Parce qu'après, c'est quoi à peu près par match? Tu sais, par match gagné, ça, à quoi ça se joue à peu près? C'est quoi? C'est 100 livres, 200 livres, 500 livres? Alors, tu parles de quoi? Du Pro Tour ou du Challenge Tour? Non, du Challenge Tour. Sur un match de Challenge Tour. Oui, pardon, parce que là à l'instant, je parlais du Pro Tour. Des Pro Tour. Challenge Tour, je crois que... Alors, tu gagnes des sous à partir de ta première victoire en tour complet. D'accord. C'est jamais pile le nombre de joueurs. Donc, si tu fais un tour préliminaire, tu le gagnes. Mais tu perds en 128e de finale. Tu gagnes rien. Et c'est de l'ordre de, je sais plus, je me souviens plus, une centaine de livres. Oui, d'accord. Et bon, après, plus ça va, plus tu avances dans le tournoi, plus ça monte. C'est pas 100 livres à chaque fois, c'est pas 100, 200, 300, c'est 100, 250, etc. Mais faut passer un certain nombre de tours pour rentrer dans ces frais. D'accord. Mais écoute, je vais fermer là cet axe PDC. De toute façon, on reviendra après sur ton avenir dans le sport, du moins dans notre sport. Mais on va parler du coup, là, ça va être le moment de changer de... Alors, je vais dire ton pire souvenir, mais en fait, ça va réunir, du coup, j'ai bien compris ce blocage. Hein, on en a parlé déjà dans la vidéo un peu. Mais on va rentrer du coup un peu plus, entre guillemets, dans le sujet. Donc des fameuses dartites. C'est dartitisme en anglais, je sais plus comment ils disent.
Dark Titus, ouais. Ouais, c'est ça. Et Dark Titus. du coup, comment tu as en fait, enfin voilà, comment en fait ça t'est arrivé? À quel moment tu t'en es rendu compte? Comment as-tu réussi à t'en sortir surtout? Parce que c'est ça. Est-ce que tu en es vraiment sorti quelque part? Est-ce que tu as trouvé des palliatifs pour t'en sortir? Je connais beaucoup de joueurs autour de moi, pour pas te cacher, qui en ont eu. Donc c'est quand même pas si. J'avais l'impression que c'était plutôt rare. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête, qui pensent en avoir ça, mais ils ont pas ça. Voilà, peut-être aussi. Mais pour ceux que j'ai vu qu'il y en avait, franchement, ça se voit. Ça se voit parce que ça change vraiment leur manière de jouer, surtout quand tu les connaissais avant, comment ils jouaient. Donc toi, comment tu t'en es rendu compte? Ça t'est arrivé vraiment du jour au lendemain? Voilà, j'ai toutes ces questions là qui arrivent multiples, mais voilà, je vais te laisser parler du coup de ton cheminement par rapport à ça. Ouais, alors là on commence à creuser l'histoire ancienne parce que en fait le blocage, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois, je l'ai eu quand j'avais 19 ans. En fait, j'ai fait une première année quand je jouais en équipe à la fac, plutôt bien réussi. J'ai gagné, j'étais champion universitaire. Voilà, c'était à petit niveau, mais un peu de succès dans mon petit milieu de fléchettes. Et j'ai envie de dire, comme par hasard ou pas du tout comme par hasard, la deuxième année, c'est venu. Alors, je saurais pas te dire si c'est venu vraiment tout d'un coup ou si c'était progressif. Il y a 36 ans maintenant, je me souviens plus. Et je pense aussi que j'ai fait une espèce de... Je voulais plus y penser. Mais petit à petit, pendant ma deuxième année en équipe et en individuel, je voyais que j'avais vraiment du mal à lâcher la fléchette. À un point où ça devient vraiment bloquant. Si vous avez vu des joueurs qui l'ont, il y a des pros qui l'ont eu. Bristow, on en a parlé tout à l'heure, ça a flingué sa carrière. Il était déjà triple champion du monde, je pense, quand ça l'a frappé. Et ça n'a plus jamais été le même joueur. Il a continué à jouer. Et il avait changé sa manière de jouer en plus après. On le voyait, il tirait plus du tout pareil. C'est fou, ça. Et donc, c'était compliqué cette année-là. La troisième année, j'ai fait une pause parce que j'étais en études à l'étranger. Quand je suis revenu, j'ai voulu finir jouer en équipe. Je m'étais engagé, donc j'ai dit ok, j'étais président du club et tout. Donc j'ai fait la dernière année, mais c'était une année compliquée. J'arrivais vraiment pas à jouer correctement, mais vraiment pas. C'était et alors pourquoi c'est venu? Je pense qu'il y a toutes les théories sont valables. Il y a pas une raison. J'ai jamais lu un truc qui explique pour l'ensemble des joueurs qui souffrent de ce problème. C'était Vampire qui en avait eu un aussi, c'est ça? Qui ça? Vampire qui en avait eu aussi, je crois. Ouais. Barry Vampire, il l'a eu. Lui, il s'en est sorti. Et j'ai vu un match où il se met à pleurer et tout. Ouais, c'est horrible. Ça, en vrai. Alors c'est marrant parce que moi, je peux pas regarder ce match. Je peux pas le regarder. C'est trop dur pour moi. Parce que non seulement il y a des vidéos de moi que tu trouves sur YouTube où tu me vois en train de bloquer. Il y a 3-4 ans. Oui, j'en ai vu une, je crois, où tu es en doublette avec Jacques. Je crois que je t'avais envoyé avec Jacques, on avait fait une finale doublette à Lyon. Mais après, tu t'en sortais pas si mal, parce que tu vois, quand j'ai regardé le match, c'est assez marrant. C'était surtout le démarrage, toi, qui était compliqué, parce qu'une fois que tu étais lancé. C'est toujours la première qui était le plus difficile. Si la première, tu l'avais dedans, les autres, elles suivaient. Donc, tu avais ce blocage, mais ça t'empêchait pas quand même de jouer pas trop mal. Enfin, peut-être parce que tu l'avais appris. Non, oui, et puis c'est un peu c'est ça qui m'a fait rester aux fléchettes, très honnêtement. Ouais. C'est que malgré le fait que ça avait du mal à partir, je touchais triple 20, enfin je m'en sortais pas trop mal, et donc j'ai continué à jouer. Parce que si ça n'avait pas été le cas, je pense que je n'aurais pas continué. Il y a plein de gens qui m'ont dit pendant des années, parce que j'ai vraiment souffert, et ils me disaient mais je sais pas comment tu fais pour continuer à venir. Je dis parce que
j'arrive plus ou moins à performer, j'arrive plus ou moins à bien jouer, à décrocher des demi-finales, des finales, voire de gagner des trucs. Ça me coûtait physiquement, moralement, mentalement, c'était pas simple, mais il y avait au moins des résultats au bout, et c'est ça qui a fait que j'ai pas arrêté. Mais à Spinal, je me demandais si à Spinal, tu vois, ça fait un moment là, je le regardais jouer dernièrement. Alors après, c'est une théorie, hein, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à lâcher ses fléchettes. Des fois, c'est bizarre. Il a toujours ce moment d'hésitation. Je sais pas si t'as remarqué. Il va pour lancer. Hop, il arrête. Hop, il repart. Hop, il arrête. Et il repart. Et après, il part. Bon, je sais pas si c'est peut-être des fois. Il y a des gens où ça les aide en fait de se dire. C'est un geste un peu entre guillemets symbolique ou porte-bonheur. Il y en a beaucoup qui ont des tics ou des tocs comme ça. Aux fléchettes, on est beaucoup, avoir des petits tocs, des petits trucs. Ça peut être ça aussi. Hein. Faut peut-être pas tout mélanger, mais toi, ça, tu l'as vraiment. Ça aurait pu être peut-être ton espèce de toc. Voilà. Non, enfin, Aspinall, c'est pas très prononcé, c'est pas tout le temps. Seul lui pourra dire si ça s'apparente à du dartritis ou pas. Ça peut être simplement, parce que c'est vraiment occasionnel, ça peut être simplement la prise en main de sa flèche, il la sent pas, donc il recule, il reprend, il joue. Mais c'est pas du tout du niveau de ce que tu peux voir chez Bristow à l'époque ou Barry Van Peer. Voilà, c'est pas tout à fait pareil pour moi. Donc, mentalement, comment tu as fait pour arriver justement à passer au-dessus? Est-ce que tu avais des entraînements spécifiques? Est-ce que tu as eu des gens qui étaient là autour de toi quand même pour t'aider et pour essayer de te guider? Peut-être même, est-ce que tu as essayé de lancer différemment? Il n'y a pas très longtemps, je vais le citer, mais je ne dirai pas son nom complet, mais Thierry, peut-être que tu connais aussi, avec qui je suis parti en Catalogne il n'y a pas très longtemps. Lui, pendant un moment, il lançait de l'autre bras. La première flèche ou sa troisième flèche, je sais plus, lui, c'est de l'autre bras. Donc, il prenait le bras gauche pour lancer une flèche. Et après, voilà. Et parce qu'il avait trouvé cette technique pour pouvoir démarrer, bon, voilà. Et bon, maintenant, il a plus de soucis. Est-ce que toi, justement, tu avais une manière, justement, tu as changé ta manière de lancer, ou est-ce que finalement, tu es resté focus à ce que tu savais faire et tu dis ça va revenir, ça va revenir? Alors, oui, aux deux parties de ta question. Voilà. Et en fait, j'ai tout essayé, franchement. Alors, je vais répondre à la question que tu as posée il y a 5 minutes, parce que ça rejoint le sujet, le pire souvenir. Parce que moi, j'ai repris en 2009. Alors, pour ceux qui me connaissent, je leur prie de m'excuser parce que j'ai raconté cette histoire mais 10 000 fois. Ils doivent se dire, mais il parle que de ça, on n'entend que de ça. Mais j'aime bien le partager parce que il y a des personnes qui ça m'a marqué, et il y a des personnes qui souffrent encore de ce truc aujourd'hui, que je vois autour de moi. Et c'est un peu, je dis, c'est possible de s'en sortir. Après, c'est un peu mystérieux, donc j'ai pas la recette. Je peux parler de ce que j'ai fait, de mon vécu en moi. Mais mon pire souvenir, si tu veux, donc j'ai repris en 2009, mais c'était exactement comme quand j'avais 18 ans. 2009, je fais une petite saison, reprise en douceur, je jouais en équipe sur Paris, je commence à faire des Open de comité, personne ne connaissait, hein, dans la salle, mais j'avais pas de blocage hein, quand j'ai repris. J'étais même très surpris, agréablement surpris. J'y allais, j'en faisais mes flèches, j'étais content. Voilà, je reprends les flèches et puis tout va bien. Et puis, au bout d'une petite année, je commence à faire des petites perfs en Open de comité. Je commence à accrocher des joueurs un peu connus. Je commence à faire des Open de Ligue, pareil. Et peut-être même pas un an plus tard, hop, reblocage. Je commence à plus pouvoir lâcher la fléchette. Et c'était de pire en pire. Enfin, c'est un cercle vicieux ce truc, parce que c'est un blocage mental. C'est une manifestation physique d'un blocage dans ta tête. Et donc tu lâches pas ta flèche, parce que ton cerveau il dit attention, tu vas peut-être pas réussir à faire ce que tu veux. Et une fois que c'est comme ça. Oui, mais c'est ça. À chaque fois tu dis la première elle est foutue. Et donc la tête s'en mêle.
Alors que le bras, il connaît le chemin. C'est ça que j'explique à tout le monde. C'est un truc que je faisais depuis mes 10 ans. Je dis pas que j'étais un super joueur, mais j'avais un niveau correct. Je gagnais des matchs, mais tu avais joué, je gagnais quoi. des choses. Je savais jouer. C'est un truc que tu sais faire. C'est de la mémoire du jet, fois. Mais oui. Et du jour au lendemain, tu ne sais plus le faire. Et tu comprends rien. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu dis, mais c'est pas possible. Alors, j'ai regardé une vidéo anglaise, Yann, qui en parlait là, il y a pas très longtemps. Et je me demande s'il a pas raison, la personne qui disait ça. Il disait que ça dépendait des gestes de. Enfin, souvent, les joueurs qui avaient des dartites, c'était souvent des joueurs avec des gestes en 2 temps. C'est ce qu'il expliquait dans sa vidéo. Donc, comme Phil Taylor, ou peut-être toi le geste, c'est-à-dire premier blocage du bras et après lancer. Et souvent, alors ce qu'il expliquait dans ses vidéos, je sais pas si c'est vrai, hein, attention, c'est que théorique, parce qu'il faudrait vraiment, ça c'est le genre de truc, il faudrait faire des tests sur plein de joueurs à qui ça arrive, s'ils ont leur lancer en 2 temps. Il y a beaucoup de joueurs, moi je fais partie de ces joueurs qui ont un jeu continu, c'est-à-dire que mon geste ne s'arrête jamais, mon bras ne s'arrête pas, en fait, j'ai le lancer continu. Et donc, après c'est un point de vue intéressant, hein. C'est-à-dire, il expliquait que souvent, les joueurs à qui ça arrivait, c'est les joueurs qui avaient le jeu en 2 temps. Donc, il y a un moment, en fait, doit refaire un deuxième geste. Il disait qu'il y avait, en fait... Alors après, attention, ça reste quelque chose de théorique, mais ça peut se tenir dans le sens où le cerveau effectue une deuxième, en fait... envoie une deuxième information, en fait, c'est-à-dire le lâcher de la fléchette. Donc, toi, tu te concentres sur ta visée, ton bras est bloqué, bam. Alors, ça serait intéressant de savoir si c'est vrai, parce que, pourquoi pas. Est-ce que toi, après voilà, c'est là-dessus, peut-être que toi t'as déjà eu un geste direct et là ça aurait effondré tout ce que je dis, mais c'est vrai que tous les joueurs qui ont eu des dartistes que j'ai pu voir avaient se lancer en 2 gestes, voilà. Et même il y en a même qui font en 3 gestes, c'est-à-dire que tu remarqueras, et moi ça j'avais jamais remarqué, Van Gerwen a 3 gestes sur son lancer de fléchette. Quand il lance son fléchette, il y a son fléchette et il fait toujours ce mouvement, hop, hop, bam. Et tu remarqueras, il est très léger, mais il y est. Est-ce que justement, ça serait pas est-ce que ça serait possible à ton avis, ou après là on rentre sur un truc assez théorique, mais quand il réfléchit, des fois je me dis ouais, c'est pas bête. Voilà, c'est pas bête. J'y avais pas pensé. Maintenant que tu le dis, c'est possible. Oui, c'est possible. Je pense que mon geste, il était comme ça au début. C'était un geste un peu classique. J'avais un point d'arrêt ici, je revenais et je lançais. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est plus rare. Les gestes sans arrêt, c'est beaucoup plus rare. Donc, par la force des choses, la plupart des cas d'artite vont être chez des joueurs qui ont un geste avec un arrêt, un recul et un lancer. Il y a beaucoup de joueurs, tu vois, moi je vois qui ont un faux arrêt. C'est-à-dire que moi, on pourrait me regarder jouer, on a l'impression que je m'arrête, mais je m'arrête pas. C'est-à-dire que c'est un faux arrêt. C'est-à-dire que c'est juste que mon geste, il est lent, mais il reste continu. Alors que t'en as vraiment qui s'arrêtent, hein. Moi j'en connais plein, des no-pers, il y a plein de joueurs comme ça, et c'est des très beaux gestes d'ailleurs, que c'est très joli à voir, même Phil Taylor avec son lancer un peu particulier, avec ses petits sourcils d'ailleurs qui lui à chaque fois qu'il lançait, mais je veux dire c'est peut-être le secret, j'ai essayé mais ça marche pas, ça marche pas mieux, non. Peut-être. non, mais et je sais que dans le geste ça pourrait être un secret, dans le sens où je vois que il y a beaucoup de joueurs, on voit Hitler par exemple, on dirait qu'il s'arrête mais il s'arrête pas vraiment en fait. Hitler, il a juste son bras qui est vachement comme ça. Smith en plus il joue vite finalement, on parle de Ricky Evans mais Smith il joue très vite je trouve. Alors ça veut pas dire qu'il s'arrête pas, ouais, ça c'est clair. Mais il y en a qui s'arrêtent pas, il y a quand même beaucoup de joueurs, moi je vois même Van Gerwen finalement son bras ne se pose jamais vraiment. C'est-à-dire quand il fait son geste, il a toujours son espèce de bras et j'ai l'impression que c'est alors après ça c'est très personnel hein, parce que moi le premier on essaie d'avoir le bras qui reste toujours dans l'axe, parce que des fois on a le poignet qui aurait tendance à se dévier, ce qui va faire qu'on va moins bien lancer. Et on réfléchit peut-être beaucoup nos gestes, hein. Ça il faut savoir pour ceux qui regardent cette vidéo, quand on joue, c'est pour ça que je vois les plus grosses questions qu'on me demande, c'est comment se positionner quand on joue fléchette, comment tirer aux fléchettes. C'est très dur de répondre honnêtement parce que chaque joueur est différent, chacun a trouvé sa manière pour être à l'aise. Et en plus, on évolue. C'est-à-dire que moi, déjà, par rapport à l'année dernière, je lance pas tout à fait pareil. Et j'imagine que dans 10 ans, je lancerai peut-être plus vraiment de la même manière. On garde un positionnement, hein, mais je veux dire, le geste évolue quand même. On a des repères qui se créent.
mentalement. Et à ce moment-là, est-ce que justement sur une darty, toi, comment tu le sentais? Est-ce que tu avais l'impression d'avoir perdu tous tes repères du coup, ou quand même tu avais une partie de tes repères, mais c'est comme si à un moment donné, t'étais perdu, enfin, par rapport à comment aller se retrouver, partait ta fléchette, ou justement parce qu'elle partait pas. C'est compliqué. La première raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que c'est des choses que j'ai un peu occultées. Hein. Je ne veux pas dire que c'est des traumatismes, mais oui, c'est un peu ça. Si. Et je me souviens, pendant la période où j'en souffrais beaucoup, je sais que je ne me souvenais plus de mon geste avant. Je ne me souvenais plus avoir été un joueur de fléchette qui lâchait ses flèches, parce que j'étais devenu ce gars qui bloquait pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, et ça continuait. Donc c'est compliqué de se dire, est-ce que j'ai gardé des repères ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, pas changé? Ce que je peux dire, et ça répond aussi à ta question tout à l'heure, moi, pour essayer de trouver la solution, de m'en sortir, j'ai vraiment tout essayé. J'ai changé de gestes, de flèches, de position sur le plat de tir. Et la question que tu as là, mon pire souvenir, c'est que c'était peut-être au bout de, j'ai envie de dire, peut-être 2 ans du blocage quand je suis revenu en France. Et je souffrais de ce truc. C'était tellement compliqué que j'avais plus de plaisir à jouer aux flèches. Pour te dire, le gamin passionné de 10 ans, de 18 ans, moi, j'étais plus un gamin, mais à l'époque, j'avais quoi, 30 balais. J'avais plus aucun plaisir, et je me vois encore, c'était un tournoi justement organisé par le club de Jacques à l'époque, club qui s'appelait Les Abeilles à Paris. C'était un open de comité à Paris. Et j'étais encore en course, et je vais le voir à la table de marque. J'ai dit, enlève-moi du tableau. Et lui étant bon joueur et puis enthousiaste, il dit non, mais tu es encore en course et tout. Je dis, je sais que je suis en course, mais là je ne peux plus. C'est de la torture. Je n'ai plus aucun plaisir à essayer de jouer là. Tu m'enlèves il m'enlève du tableau. Ah non, mais et je suis et c'est là mon pire souvenir, c'est l'heure qui a suivi. Donc j'ai repris mes flèches, j'ai dit c'est fini. Stop. Stop. Et je suis rentré, j'ai pas honte de le dire, je suis rentré en transport à la maison et j'étais en larmes. Je dis, mais j'ai retrouvé cette passion pendant 2 ans, 2 ans et demi, et là je me trouve à nouveau bloqué. C'est physiquement, moralement. Tu sais ce que ça me rappelle, ce que tu me racontes, ça me rappelle quand, je pense qu'à tout joueur de fléchette c'est déjà arrivé, mais j'imagine fois 1000 ce qui t'est arrivé, je dis bien fois 1000 ce qui t'est arrivé, mais ça rappelle ces moments où il y a des moments on va jouer et il n'y a aucune ferme qui veut rentrer, les doubles ne rentrent pas, et c'est très dur. Je sais que psychologiquement à ce moment-là on se remet vachement en question, donc j'imagine encore comment ça doit être ce que tu as vécu, ça va être encore pire, parce que pour arriver à s'enlever d'un tableau quand même, c'est que psychologiquement ça devait être horrible. C'est compliqué, parce que là tu n'es même pas au stade où tu dis je sais jouer, mais mes fermes rentrent, parce que quand c'est ça, tu dis, week-end prochain, ce sera un week-end avec. Les fermes vont rentrer. Tu vois, tu peux reprendre confiance. Mais bien moi, sûr. Ça faisait 2 ans que mes flèches, ils partaient même pas de mon bras. Le bras est bloqué. Tu dis, mais comment tu veux projeter sur un truc où tes flèches partent pas? Et ce soir-là, je suis rentré et j'ai dit à ma femme, c'est terminé, je range mes flèches, je les ai foutues dans un tiroir, je dis, je vais faire autre chose. Et là, parce qu'après tout, c'est toujours, ce sera toujours un passe-temps, un loisir, une passion, certes. Oui, bien sûr. Mais je faisais ça sur mon temps libre, c'était censé m'amuser. Même quand je jouais des compétitions un peu de niveau, c'est censé être plaisant. Oui, et puis les gens, il faut qu'ils se rendent compte que, mine de rien, il faut se déplacer, il faut y aller, c'est du temps, c'est de l'argent aussi. Du temps, c'est de l'investissement, et j'en tirais aucun plaisir. Donc ce soir-là, c'était mon pire souvenir. Donc j'ai dit, j'arrête les flèches, et j'étais dépité. Et je les ai foutus dans un tiroir, et j'ai dit à ma femme, je vais faire autre chose. Et le lendemain matin, j'ai pas dormi cette nuit. Cette nuit-là, j'ai pas dormi de la nuit. Et j'étais là dans mon lit, je dis, mais je peux pas arrêter. Enfin,
arrêter les flèches. J'ai retrouvé cette passion. J'adorais faire des compétitions, que ce soit comité, ligue. J'avais fait des trucs nationaux. Enfin, j'adorais ça. Et je me suis dit, ok, t'as deux choix. Soit t'arrêtes les flèches, comme tu viens d'annoncer à ta femme et à toi-même, soit tu trouves une solution radicale pour au moins continuer à jouer. Donc le lendemain matin, j'ai repris mes flèches et j'ai commencé à jouer de la main gauche. Je suis droitier. Ah oui, c'est radical. Et c'est là où tu vois que c'est quand même un truc de fou, ce blocage. C'est que je prends mes flèches, je commence à lancer de la main gauche, zéro blocage. Zéro. Mais l'analyse est relativement facile. Pourquoi zéro blocage? Parce que zéro attente. De la main droite, la raison pour laquelle les gens bloquent, ça c'est mon analyse et l'analyse de pas mal de gens qui ont étudié un peu les questions, c'est que t'as peur, soit de l'échec, ou au moins c'est une peur de ne pas être parfait. Et quand je dis parfait, non, mais tu cherches un triple 20, je t'entends très bien. Un double de la ferme, tu cherches pas forcément le 180, le 9 flèches, je parle pas de parfait au sens vraiment précis du terme. Le 60, il t'embête, quoi. Tu as envie de faire 100 au moins. Ouais. Je vois. Voilà. Donc, c'est ça qui, à un moment donné, tu doutes, tu dis, je vais peut-être pas y arriver, et le cerveau, il s'en mêle. Le 5, mais bien sûr. Ouais, et puis le cerveau, il dit, la meilleure manière d'expliquer ça, j'ai déjà expliqué à beaucoup de gens, j'ai dit, mais imaginez, tu rentres dans un bar, ok, et tu vois une fille dans le bar, tu dis, j'ai bien lui parler, enfin, elle me plaît et tout, mais t'as peur de prendre un râteau. Donc tu vas pas l'avoir. À l'époque, j'avais peur de prendre. Tu vas pas l'avoir. Et aux flèches, c'est pareil. Le meilleur moyen de pas prendre le râteau, c'est de pas y aller. Et aux flèches, ce qui crée le blocage, c'est que ton cerveau, il comprend que tu as un peu peur de pas être parfait. Et il dit, mon gars, j'ai un moyen imparable de pas louper, c'est de pas lâcher. Et tu restes là et ta flèche, elle part pas. Main gauche, tu te retournes, tu as zéro attente. Tu sais que tu vas pas être bon. Et Dieu sait que j'étais pas bon. Mais les flèches, ça partait. 1, 2, 3. Et du coup, est-ce que justement, si tu perds donc la technique, moi, que le fameux Thierry, je pense, je ne citerai pas, mais je pense que tu vois très bien de qui je parle, peut-être. Du coup, si tu veux, donc le fait qu'il avait une flèche qui partait de la gauche pour démarrer et après il en a lancé 2 de la droite. Après, du coup, il a réussi à revenir sur le geste normal. Lui, il me disait qu'il avait l'impression que ça le bloquait moins sur le reste de son lancer. Après, bon, c'est. Peut-être. J'ai envie de dire, si ça fonctionnait pour lui, c'est que ça fonctionne. Mais c'est un peu. Quel conseil pourrais-tu donner justement à quelqu'un qui regarderait cette vidéo, qui aurait un blocage et qui le vivrait mal? Quel conseil donnerais-tu peut-être même finalement à toi plus jeune? Voilà. Quel conseil donnerais-tu? Moi, c'est compliqué parce que ayant tout essayé, c'est difficile de dire ce qui a réussi parce que moi, en fait, le blocage, il est parti il y a 2 ans. Je l'ai traîné pendant 12 ans. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé de l'hypnothérapie, j'ai essayé, comme j'ai dit, de changer de geste. J'ai essayé d'abord la main gauche. La main gauche, j'avais plus le blocage. Mais la main gauche, ça me satisfaisait pas à un moment donné. Tu prends défaite. J'ai fait une demi-saison quand même en comité ligue nationale, la main gauche. Mais j'ai gagné un match en 6 mois. À un moment donné, si tu es un peu compétiteur, c'est un peu compliqué ça. Une victoire. Disons que si donc le conseil, une moyenne à 30, j'imagine, oui. Ouais. Et puis de la main gauche, fatalement, comme les gens qui débutent, mais de la bonne main, c'est les fléchettes. Donc tu fais des points. Tout le monde fait des points. Si tu touches la cible, tu fais des points, mais il faut mettre le double. Je suis gaucher et donc souvent, moi je suis gaucher, tu vois, de base. Donc moi j'ai aucun souci. Mon bras c'est la gauche et voilà. Et on a déjà fait pour participer à un tournoi qu'on organisait avec le club en électro.
On organisait un tournoi découverte, en fait, si tu veux, pour des jeux de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on avait pris l'électro, comme il y avait des enfants et tout. C'était niveau sécurité, ce sera peut-être un peu plus. On savait pas trop à quoi s'attendre. Mais bon, bref, on organise ce truc. Et pour pouvoir participer, on s'est dit, bon, ben, on va jouer avec notre main, la main opposée, donc moi à la droite. Ouais. Et en fait, on a fait qu'une partie comme ça. Et en fait, on s'est regardé un silence. Parce que, en fait, si tu veux, on s'amusait même pas au final. On n'avait aucune sensation. Et donc, j'imagine même pas par quel cheminement mental t'es passé parce que ben, moi, je peux te le dire, pour avoir essayé de jouer de la main droite alors que je suis gaucher, ça a été l'enfer, quoi. J'ai pas. Déjà, tu n'as aucun repère, c'est pas du tout le même. La puissance que tu envoies dans le bras, c'est pas du tout la même. La visée, tu as l'impression de plus savoir viser. Enfin, mais même la prise en main de la flèche, tu sais pas. Ouais. Tu prends ta flèche, des flèches avec lesquelles tu joues depuis peut-être 50, 10 ans, tu les prends dans l'autre main, tu sais même plus comment les tenir. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais tu sais que la position, même sur les fermes, hein, d'être gaucher, ça, il y a les gens qui se rendent pas compte. Enfin, tu vois, moi d'être gaucher, je vais pas avoir, tu vois, il y a des gens souvent ils sont plus à l'aise. Alors après, maintenant c'est pas faux, parce que je me suis vachement entraîné au double 16, mais moi au début, tu vois, le double 16 pour moi il était pas facile. Plus gaucher, pour moi c'est plutôt le 10 qui est plus facile, tu vois. Et en fait maintenant c'est pas vrai, tu vois. Maintenant j'aime bien les deux. En fait maintenant je m'amuse en fait avec les doubles et j'essaye d'aller là où je peux déjà en fonction du match que j'ai, mais souvent de finir ou sur 32 ou sur 40. Mais voilà. Mais c'est vrai que les gens souvent ils réfléchissaient pas à ça. Je dis ouais, mais moi tu vois je suis gaucher donc je réfléchis pas tout à fait comme toi. Je suis un peu à l'opposé. Et ce qui est la vérité, hein. L'axe en fait il est inversé aux autres et souvent ça surprend ça. Tu sais, les gens en fait ils se rendent pas compte. Il y en a même une fois qui il y a des aspects pour me laisser gagner. Je lui dis non. Là, je joue juste mal, tu vois, par exemple. Là, oui, c'est ma bonne main, mais je suis juste pas bon. Ça, c'est, voilà, là, je suis pas bon. Ça non, mais tout ça pour dire que voilà. Et c'est vrai que ces histoires de blocage, hein, il y en a beaucoup qui en parlent. Je trouve que maintenant, alors du coup, est-ce qu'il y en a qui en parlent pas trop? Est-ce que c'est, de toute façon, ça joue dans la tête. Donc, je pense qu'un joueur, à partir du moment où il se dit qu'il a ça, il n'y a peut-être pas ça, mais du coup, ça lui crée quelque chose. À partir du moment où un joueur sent une gêne quand il joue, de toute façon, à partir de là, c'est compliqué. Moi, comme je te dis, sans parler de blocage, l'histoire de changement de poids, des tests que j'ai pu faire, moi, de fléchettes sur ma chaîne, de changer des fûts différents, des formes différentes, des tailles différentes, il y a tout qui change. Donc, ça me prenait un peu la tête. À un moment donné, donc j'avais mon jeu dédié. Mais des fois, je reprenais mon jeu dédié et j'arrivais plus à jouer avec. Et je me disais, putain, ça y est, c'est parce que j'ai essayé les 32 grammes ou j'ai essayé les trucs. Et maintenant, là, ça fait depuis pas longtemps, j'ai enlevé ce truc-là, en fait. De toute façon, je me rends compte que j'arrive quand même à jouer avec n'importe quoi. Quand t'arrives à un certain niveau, t'arrives quand même à jouer, je pense, avec n'importe quel poids ou quoi, t'arrives à jouer. Le seul truc, c'est que maintenant, je sais que j'ai mes fléchettes avec lesquelles je sais ce qui me correspond vraiment. Et du coup, j'ai réussi à effacer ce truc-là de ma tête. Mais c'était difficile, hein. Honnêtement, c'est vraiment des trucs à devenir fou, hein. Et je vois qu'il y a des gens, tu vois, même sur la taille des ailettes qu'ils doivent prendre, sur la taille du shaft qu'ils doivent prendre, enfin de la tige qu'ils doivent prendre. Voilà, moi je sais à peu près ce qui me correspond. Et après, de toute façon, ça advienne que pourra. Une fois que tu as ton jeu et que tu gardes le même, techniquement, si t'es pas trop mauvais aux fléchettes, t'arrives à faire ton trou. Mais c'est très très dur. Et le seul conseil que je pourrais donner aux gens qui ont malheureusement pas le choix de pouvoir tester plusieurs fléchettes, comme moi j'ai eu cette chance, c'est demander autour de vous, dans vos clubs, quand vous allez sur des open, peu importe, n'hésitez pas à essayer les fléchettes des gens. C'est important parce que pareil, vous allez faire des découvertes. Alors pas trop non plus, mais c'est-à-dire que déjà une flèche qui se plante bien droite sur une cible, c'est pas mal par exemple. Ça veut dire que déjà sur le lancer, elle se plante bien, elle est ni trop haute ni trop basse. Et après c'est en fonction de vous. Comment vous êtes à l'aise. Il y a des joueurs, ils ont leurs fléchettes qui vont se planter très en haut, mais ça les empêche pas de jouer très bien. C'est encore une fois, c'est vraiment une question de personnalité. On est différents. C'est extrêmement personnel, hein, parce et que c'est parce très que dur, avec c'est ouais. lié au geste. C'est pas que le jeu c'est pas que la fléchette elle-même. Moi, c'est ce qui est dur sur ma chaîne, de conseiller les gens. En fait, c'est pour ça que je dis que je ne conseille pas. Je peux pas conseiller. Je peux pas dire à quelqu'un ce jeu il est excellent. Non. Si on me demande la qualité du jeu, oui, tu vois, je vais essayer un set.
voilà, je vais voir que qualitativement parlant, il va être bien, que le poids, bon, ben, il est bien réparti. Après, à partir de là, le reste, ça va être qu'une histoire de lancer, de goût. Les formes, tu vois, tu peux pas dire que les fléchettes sont pas bien. Elles me correspondent pas à moi, par exemple. Mais ça veut pas dire qu'elles iront pas à quelqu'un d'autre. Les ailettes, c'est pareil, c'est hyper dur. On me dit, c'est quoi le plus costaud? Ouais, mais là, tu vois, c'est pareil. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont casser direct, d'autres qui vont pas casser. Oui. C'est difficile. Alors, aux fléchettes, pour les gens qui débutent, on en parlait il n'y a pas si longtemps justement avec Jack, dans un tournoi. Et forcément, lui, il commence à être vraiment connu maintenant, donc les gens l'arrêtent pour lui poser tout plein de questions, un peu comme les questions que tu viens de citer, notamment sur le matériel. Mais il y a des choses, il y a des conseils de base qu'on peut donner pour des joueurs qui débutent, qui sont plus de l'ordre physique, comment se positionner, et encore, ça va dépendre de sa corpulence, ça va dépendre de sa taille, ça va dépendre de plein de choses. Il y a quand même des bases qu'on peut donner. Voilà, c'est ça, c'est donner des bases. Mais pour ce qui est du matériel, tu as complètement raison, c'est tellement personnel. Moi, j'aurais tendance à dire à un nouveau joueur de prendre un jeu neutre. Ce que j'appelle un jeu neutre, c'est-à-dire c'est un jeu droit avec un poids qui est aussi entre 21 et 24 grammes. Et voilà. Parce que c'est très dur. C'est un peu le standard, c'est un peu ce que tu Voilà, c'est ça. Prendre quelque chose de standard que tu vois partout. Et après, je pense que les goûts s'affinent. Moi, je sais que c'est très délicat parce que tu vois, là, je joue sur des fûts droits en ce moment, mais j'aime bien les fûts bombés. Ça veut pas dire que un jour je passerai pas au bombé, mais j'aime bien. Tu vois, je sais que c'est un jeu, moi ça me dérange pas. Mais tu vois, j'aime bien aussi les jeux qui finissent en I, tu vois, si je peux dire, enfin qui finissent en. Donc voilà. Alors moi c'est compliqué, comme j'essaye beaucoup de choses, j'ai du mal à dire tiens ça c'est vraiment. Toi, t'es plus tenté, non ? Ça dépend. J'ai essayé des jeux qui étaient un peu compliqués là, avec des formes bizarres. Mais ça c'est autre chose, parce que c'est plus une histoire de positionnement de doigt. Mais en vrai, moi, tu vois, je m'adapte du coup. Je me suis habitué à m'adapter pour faire les tests. Alors, est-ce que c'est une force ou pas ? Maintenant, j'ai envie d'en faire une force. Tu vois, j'ai envie de te dire, d'un côté, un jour, je pète mes fûts ou il arrive quoi que ce soit, j'aurais pas de mal à passer à autre chose. C'est ce que je me dis. J'aurais pas ce truc fétichiste, tu vois, aussi de quelque part, entre guillemets, tu sais, où ça devient presque les jeux deviennent un porte-bonheur. Je suis pas sûr que ça soit très positif, ça, finalement, sur une carrière complète. Parce que tu vois, on voit bien qu'il y a des joueurs, quand ils changent leur jeu en cours de saison, ça les perturbe vraiment beaucoup sur leur jeu. Alors qu'il y avait même des Taylor, tu vois, qui faisaient évoluer leur jeu tout le temps. Et tu as l'impression qu'ils devenaient meilleurs, même à chaque fois que leur jeu évoluait. Voilà. Je pense que chacun est différent là-dessus. Moi, le meilleur conseil, je pense qu'on pourrait donner avec Yann, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est si vous avez un jeu où vous êtes à l'aise, essayez de le garder le plus longtemps possible. C'est tout. Voilà. C'est tout. Si on sent bien avec ses flèches, change pas une équipe qui gagne. Si ça vous va, gardez-les. Après, on peut toujours tenter d'apporter des petits changements pour améliorer le jeu. Je vais te donner un exemple. Gardez la base. Je vais te donner un exemple tout con. Je teste les Ryan Searle. J'adore le jeu des Ryan Searle. Je teste. Je les avais pris mais je les avais pris en 27 grammes. Ou 26 grammes. Donc, j'avais jamais testé, tu sais, ce poids. J'ai souvent 24, 23 ou 32, mais j'avais jamais le entre-deux là. Et je joue et évidemment, super volé. Et je me dis, waouh, putain, j'aime bien. Et du coup, tu sais, je suis un peu con, je pars sur un open complet avec. Bon, au final, je te dis, je finis quand même en demi-finale et tout ça, et je me suis rendu compte à la fin de la journée que du coup, c'était trop lourd. Quand même, 26 pour moi. À la fin de la journée, t'as l'impression que tes flèches un peu fatigué. Lourdes. Ouais, voilà. Donc, voilà, je suis retourné à mes 23 grammes. Et du coup, après, là, je suis passé, en ce moment, par exemple, je suis sur le jeu de Littler que j'ai testé il n'y a pas longtemps, mais qui est un fût droit, qui ressemble à un fût avec lequel j'ai commencé, qui est même forme, même poids, même taille, même tout ce que tu veux. Et donc, je pense que je vais rester là-dessus un moment, tellement bien que même en électro, je vais prendre le même fût pour avoir tout pareil, comme ça. Voilà, il y a que le poids en électro qui peut pas être la même chose, qui est un peu plus léger. Mais voilà, et ça a été très dur. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai encore essayé plein de jeux parce que il y a aussi cette passion du matériel. C'est-à-dire que moi, je suis en plein dedans. J'adore les fléchettes. Donc, je reçois beaucoup de belles fléchettes en plus. Donc, t'as envie de tout, en fait. T'as envie de jouer avec tout. T'as envie d'une journée jouer avec celle-là, le lendemain jouer avec les autres. Et tu te rends compte que, fatalement, en tant que joueur, tu peux pas.
En fait, au bout d'un moment, tu peux pas parce que. Toi, t'es plus. Enfin, t'as le privilège, l'avantage avec ta chaîne, t'es plus tenté de faire du changement parce que le matériel, il est là. Alors Ouais. qu'un joueur Oui, comme lambda, j'étais avant. Bah oui, s'il veut changer de flèche, il est obligé de débourser 30, 50, 80 balles pour un nouveau jeu. C'est un peu plus compliqué, c'est un risque. Alors que toi, ils sont là, on te les envoie pour tester ou tu te les achètes pour tester et tu dis, ah ouais, bah, effectivement. Là, tu vois, concrètement, les tenté. jeux, les jeux avec lesquels je joue, c'est les jeux que j'ai payés moi-même, tu vois. Notamment, là, les Hitler, c'est moi qui les ai payés moi-même. Même, tu vois, les Searls, je voulais vraiment en faire mes premiers degrés bons jeux, parce que je trouvais que ça avait été une révélation sur le moment et tout. Je suis persuadé que si je les reprends, je vais très bien jouer avec. Mais il y aura cette histoire de poids où je sais que oui, au bout d'un moment, le fait de jouer en plus lourd, sur le moment, ça peut être un avantage parce que t'as l'impression que ça pose ton geste, mais à une fin de journée sur un open un peu, tu vois, où tu as vraiment joué parce que tu vas sur les phases finales. Ouais, c'était dur. C'était vraiment dur. Oui, mais c'est dur parce que tu as expérimenté sur une journée. Voilà, c'est ça. Si tu continues avec sur le moyen terme, moi j'ai joué avec du 21, du 24 longtemps, et là j'ai joué récemment avec du 26. Je suis un joueur débutant, c'est-à-dire que j'ai déjà joué plusieurs jours avec un même jeu sans sentir ce contrainte. Donc forcément, le réflexe a été de revenir à ce que je connais. Tu vois ce que je veux dire voilà, parce que sinon c'est se rajouter une contrainte supplémentaire. Et après c'est toujours pareil. Je teste le plus on va dire sur une globalité mathématique, ce que je vais avoir le plus à tester, ça va être des 23 à 24 grammes. C'est ce qu'ils ont le plus. C'est ce que les marques t'envoient le plus. Voilà. Donc au final, je préfère garder cet avantage d'avoir toujours habitude de ce jeu à ce poids-là, parce que le poids est quand même important sur le lancer. Faut quand même le dire, ça c'est pas autant la forme aussi d'ailleurs, mais le poids a vraiment une importance. Et on va peut-être pas jouer pareil à 32 qu'on va jouer à 21 ou 19 grammes, tu vois, par exemple. Donc voilà. Sûr, il faut pas oublier que c'est un sport. Les fléchettes, c'est un sport de précision. Et en fait, on est à 2,37 m d'une cible. On vise un secteur de la cible. Enfin, si on fait la descente dans le triple 20, on vise un secteur de la cible qui est extrêmement petit. Et donc tout ce qui peut être régulier, cohérent, consistant sur le long terme va apporter un plus. Si on change tout le temps, si on change de geste, si on change de flèche, si on change de machin, il est difficile d'avoir une régularité sur le moyen terme. Et parce que les fléchettes, c'est un sport où tu fais le même geste 1000 fois, 10 000 fois sur un week-end, sur une semaine de compétition. Et en fait, il faut être à l'aise avec son matériel et pas trop le changer. Moi, et comme ça, tu peux répéter. Il faut pas, c'est là où tu vois que c'est quand même un jeu qui joue beaucoup avec la tête. Faut pas tout confondre. C'est-à-dire, des fois, tu vas essayer un jeu que tu connais pas, tu sais, même quelqu'un va te péter un jeu, pam, tu fais sur 180, tu vois, je dis, ça arrive tout le temps, hein, ça, ce genre de truc, ça arrive souvent. Et du coup, tu te dis, waouh, c'est trop bien, tu vois, tu vas jouer avec, et puis finalement, tu vas jouer une journée complète avec, et tu vas te dire, ouais, non, en fait, c'est pas bien. C'est pour ça que c'est très dur. Moi, j'essaye maintenant de creuser un peu plus mes tests. Au début, tu vois, j'ouvrais le fût, je regardais à quoi il ressemblait, tac, je lançais mes 9 flèches, par exemple, et je donnais un avis. Maintenant, j'essaye de creuser beaucoup plus pour avoir un vrai avis. Mais mon problème, c'est que l'avis que je vais avoir dessus sera toujours par rapport à mon jeu. Et c'est là où, pour moi, c'est très dur. Tes testeurs de fléchettes ou tes testeurs dans ce domaine-là, ça sera toujours très subjectif. C'est un peu comme au cinéma sur un film. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Ça va être subjectif. Après, si la base du film il est pourri, bon, ben il est pourri. Là, c'est pareil. Si les fléchettes elles sont pas bien, je vais le voir de suite. Mais par contre, si tu pars sur une base, on va dire maintenant, c'est quand même très dur d'avoir des fléchettes vraiment nulles. Je veux dire, maintenant qu'il y a du tungstène, quand même, faut y aller. Le seul truc où il y a des bémols, c'est sur les tarifs. C'est-à-dire que moi, ce que je regarde, c'est que si les fléchettes sont vendues à plus de 100 € avec une certaine couleur, que la couleur, au bout de 3 lancers, elle s'en va. Bon, là, tu peux quand même dire, bon, les gars, tu peux l'acheter parce qu'elle est noire, ou bleue, ou verte, ou ce que tu veux. N'y allez pas. Voilà, je peux juste alerter. Après, je pourrais jamais vraiment conseiller. C'est très dur parce qu'il y a des gens, vraiment, ils voudraient que je leur cite des marques précises. Enfin, tu vois,
Alors je le fais, hein, évidemment. Quand si on me demande chez Arrose, c'est qu'est-ce que tu as trouvé qui avait du grip, par exemple, ça je vais savoir répondre, c'est facile. Par contre, me demander lesquels sont les mieux, c'est compliqué. Et puis il y a voilà. tellement de, il y a tellement de marques et de Il y en a gammes plein et que tu de, peux et de tester, poids hein. et de formes. Laisse tomber. Puis maintenant, on est sur une ère où justement, il y a plein de marques qui sortent qui pop dans tous les sens. Les machines, elles ont évolué, donc c'est de plus en plus précis. Il y a de plus en plus de détails sur les fûts. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y en a certaines qui valent cher, parce qu'effectivement, il y a certaines fléchettes, c'est des œuvres d'art. Après, est-ce que je conseillerais des gens à dépenser autant? Est-ce qu'ils vont mieux jouer avec des fléchettes à 30 € ou à 100 €? J'en suis pas sûr. Non, clairement. Moi, voilà, si on me demande... Non, alors tu peux. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de rapport entre le prix de la fléchette et la qualité de jeu. Maintenant, il n'est pas exclu non plus que tu joues mieux avec des fléchettes à 120 balles que des fléchettes à 30, mais ça n'a rien à voir avec le prix. Oui, c'est dans la tête. Parce que tu sais qu'elle va... C'est dans la tête ou c'est simplement que c'est un jeu qui te correspond. Oui, c'est comme En quand tu étais gamin. un jeu à 120 balles. Ah oui. Ah oui, non, mais ça c'est vrai. Mais c'est comme quand tu étais gamin, que tu avais des nouvelles tennis, tu avais l'impression de courir plus vite. Parce que tu avais des nouvelles tennis. Oui. Bon, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, hein, tu sais, c'est comme un musicien quand il change d'instrument. Moi, j'ai été musicien pendant des années. Tu vas composer plus facilement. Tu as un nouvel instrument, tu as envie de jouer du coup dessus et bam, tu as des idées qui te viennent. C'est exactement pareil les fléchettes en vrai. Ta nouvelle fléchette, sur le moment, tu vas avoir, t'as l'impression d'avoir retrouvé un nouveau jeu. Enfin, voilà, faut pas trop s'écouter en fait. Hein. Sur les fléchettes, en plus, c'est vraiment un jeu qui demande beaucoup de régularité et c'est très. C'est pour ça. Trouve un jeu qui sans passer 3 ans, si on est débutant, trouve un jeu qui te correspond à peu près et joue et entraîne-toi, joue longtemps avec. Et puis ça s'affinera après au fur et à mesure. Bah, c'est ça. Bon, bah écoute, je vais continuer. Du coup, ton pire souvenir. Merci du coup pour cette analyse hein, sur la. J'avais pas répondu à la question. Pire souvenir, je l'ai fait, mais tu m'as demandé si j'avais un conseil à me donner à cette époque-là. Voilà. Avec le recul d'aujourd'hui, ce serait de tenter peut-être plutôt des choses qui sortaient un peu des réponses basiques à la question. Donc, j'ai cité tout à l'heure l'hypnothérapie et j'aurais peut-être tenté ça beaucoup plus tôt, mais on a peur des trucs un peu dans l'hypnothérapie. Enfin, je parle pas bien dans ma tête. C'est juste un blocage aux fléchettes. C'est des choses comme ça où on a peut-être une hésitation à aller voir creuser d'autres pistes parce que voilà, on a toujours peur un peu de ces trucs inconnus. Ça, je l'aurais peut-être tenté plus tôt. Et l'autre conseil, et c'est ça que j'ai fait, ce serait de persévérer. Il y a des joueurs autour de moi que je côtoie sur des grandes compétitions qui ont encore un blocage. Et je leur tire mon chapeau. Je leur dis, mais continue, mais il y en a qui traînent ça depuis autant de temps que moi. C'est très dur. Mais ce sont des joueurs, des grands joueurs, grandes joueuses en l'occurrence. Oui, mais mentalement, pour moi, ça... à gagner. Ah, c'est ça. Continue à gagner. Et c'est des personnes qui persévèrent et qui se disent, comme moi, un jour peut-être, ça va se débloquer. Donc continue. Tant qu'on en a envie, faut continuer. Et peut-être qu'un jour, pour une raison qu'on ignore un peu, tu vas commencer à lancer des flashs et ça va partir tout seul. Quand ça m'est arrivé, c'était le plus beau jour de ma vie. Hein. Ah, je te promets. J'ai fait un Masters régionaux donc sur l'ensemble de la journée. Et je me suis rendu compte à la fin de la journée que j'avais bloqué peut-être sur un lancer. Et je me suis dit, ok, c'est pas mal ça. Et 2 semaines après, Masters nationaux, je bloque pas de la journée. Mais c'est il y a 2 ans de ça. C'est il y a 2 ans. Donc t'as dépassé quelque chose. T'as vaincu peut-être ça. Mais bravo. Ouais, félicitations pour ça parce que c'est quand même. Tu sais, les grands joueurs, c'est pas que des. Enfin, bien sûr, c'est des victoires. Faut gagner des choses, je dis pas. Mais ça passe aussi par ça. Hein. Tu sais, le parcours des joueurs. Il est vachement important et donc ça prouve que tu as une sacrée force de caractère parce que je pense qu'il y en a beaucoup à ta place qui auraient arrêté complètement. C'est le petit côté positif de tout ça, c'est que j'ai galéré, hein. J'ai galéré longtemps, mais effectivement,
forcément, ça te rend plus fort dans la tête. Alors, j'aurais jamais la prétention de dire, parce que déjà, c'est pas vrai, et c'est pas dans ma nature, mais je dirais jamais que je suis imbattable. Je le suis pas. Il y a qu'à voir ce que j'ai fait le week-end dernier à l'Open fédéral, je suis pas imbattable. Par contre, je suis incassable. Ouais. Ce truc a forgé un mental où je me dis, mais c'est jamais perdu, c'est jamais. Enfin, voilà, je suis passé par des moments que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer sur le pas de tir. Donc, ce qui peut arriver, moi, c'est pas. Non, c'est difficile de. Ouais, tu vas être incassable là-dessus. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends. Mais écoute, je vais quand même en venir à la dernière question, justement. Comment vois-tu ton avenir dans notre sport? Alors attention, c'est-à-dire que effectivement, je pense que tu vois quand même ton âge approcher. Quel serait vraiment ce que tu aimerais arriver à toucher? Moi, je suis persuadé que tu fais partie des joueurs avec Nicolas Thuillier qui pouvaient arriver à sortir votre épingle du jeu et à gagner votre tour card. Justement, je vous le souhaite en tout cas. Justement, est-ce que ça serait par exemple un objectif d'au moins essayer d'avoir ce tour card et d'aller essayer d'aller botter les fesses de quelques joueurs du PDC? Je pense que vu un peu de l'extérieur, les gens qui regardent ta chaîne ou même les joueurs que je côtoie sur des tournois, ça paraît un peu le Graal. On a... Non, c'est pas un Graal. Non, un mais objectif. Enfin, un objectif. Voilà. Oui, mais ça. À l'heure actuelle, il n'y a que 2 Français qui ont réussi à décrocher cette carte. Ah ouais. Donc c'est un très petit nombre de joueurs. Et donc les gens, ils ont toujours tendance à... On m'a posé la question pas plus tard que le week-end dernier. Mais est-ce que tu fais la Q-School et puis si tu fais une perf cette semaine-là, est-ce que tu as ta carte? Alors, je vais être très honnête, j'ai un bon niveau, mais je pense pas avoir le niveau de l'avoir, la carte, première chose. Et même si je faisais une semaine de malade à la Q-School et que j'ai gagné ma carte, je ne saurais pas quoi en faire. Je m'explique. Ouais. C'est pas le but pour moi, en fait. La Q-School, pour bon nombre de joueurs, pour un certain nombre de bons joueurs aussi, la Q-School existe pour décrocher la carte. Et le Challenge Tour, dans une certaine mesure aussi. Ouais. Moi, si tu veux, la Q-School, moi, ça m'ouvre les portes du Challenge Tour, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Une fois que tu as fait la Q-School, si tu n'as pas ta carte, tu peux participer au Challenge Tour, qui est un peu le circuit, comme je disais tout à l'heure, semi-pro. Ouais. Et ça me permet, tout au long de l'année, de côtoyer des très bons joueurs sur des séries de tournois. Parce que le Challenge Tour, il faut savoir, il y a c'est par groupe de 5 tournois. Donc sur un week-end, tu as 2 tournois le vendredi, 2 le samedi, 1 le dimanche. Donc tu as un concentré de fléchettes de très bon niveau. Non, tu t'ennuies pas. Après, faut voir le niveau. Hein. Le niveau, il est très fort. Donc déjà au Challenge Tour, j'ai souvent du mal à tirer mon épingle du jeu. Donc le niveau qu'il faut pour avoir la carte et pour aller inquiéter les pros, on le voit aujourd'hui. Jacques, Thibaut, pose-leur la question. Tu leur as posé la question déjà. Enfin, j'ai pas ce niveau-là. J'ai un bon niveau. Je suis content de mon niveau et je veux que... Je pense quand même... Enfin, alors, après, c'est pareil. Hein, moi, je pense que oui, enfin, peut-être. Mais quand même, moi, je trouve que tu as fait quand même des parties et tu fais pour moi tu fais partie des meilleurs joueurs français. J'ai aucun souci avec ça pour le dire. Alors, je pense que Nico, effectivement, est vraiment encore plus prometteur et c'est sans aucun truc. Je sais que Nico, il est passé pas loin. En plus, la dernière fois, c'est passé à pas grand-chose. Je vois que ses scores ils évoluent au fur et à mesure là quand il part beaucoup. D'ailleurs, il performe vachement à l'étranger et il a la chance d'avoir la Belgique juste à côté en plus. Donc, parce que c'est bien parce qu'il va se challenger contre des gros joueurs assez souvent finalement. Est-ce que c'est pas ça le secret de sortir du territoire
le plus possible, essayer de se confronter à des gros joueurs pour progresser. De toute façon, je pense qu'il y a pas de Je secret. pense, oui, on en parle entre nous. J'ai eu la chance d'être dans la sélection équipe de France là, qui est partie à la Coupe d'Europe. On parle entre nous, on parle avec le sélectionneur, on essaye de se poser ces questions-là. Et effectivement, on le voit quand on va sur la Coupe d'Europe ou ceux qui partent sur les tournois WDF. Les pays qui sont les plus forts, bon, d'abord c'est les pays où il y a beaucoup plus de joueurs qu'en France. C'est une question mathématique aussi, mais c'est aussi des pays, tu as cité la Belgique, les Pays-Bas, c'est des pays où les joueurs jouent entre les joueurs de haut niveau, jouent entre eux tout le temps. Ouais, voilà. Tout le temps. Et donc le problème qu'on a en France, c'est que on a un territoire déjà qui est très étendu, on a un nombre limité de tournois nationaux, par exemple, où tu vas côtoyer vraiment les 20 meilleurs ou les 30 meilleurs joueurs français. Et on le disait avant de parler là, il y en a 3 dans l'année, plus les Masters nationaux. Donc les opportunités en France sont relativement limitées. C'est pas un critique, c'est juste un fait. Il y a 3 tournois. Si on veut s'améliorer, si on veut aller. Il en faudrait plus. Moi, je pense qu'il en faudrait plus dans un peu toutes les régions. Du coup, il faudrait qu'après les clubs veuillent le organiser, parce que ça aussi, c'est un vrai souci. Pour en avoir parlé avec la présidente de la FFD, il y a beaucoup de clubs qui veulent pas organiser. Après, ça peut se comprendre aussi, mais ils veulent pas, peuvent pas. Enfin, c'est compliqué. Peuvent pas. Voilà. Et puis c'est pour ça que ça se passe souvent en Bretagne, souvent dans le Nord, ou souvent, c'est vrai, c'est souvent. Nous, on a cet objectif à un moment donné. Je sais pas quand, mais je sais qu'avec mon club, on aimerait justement un jour pouvoir organiser quelque chose, ou un Open fédéral, ou recevoir pour une Coupe de France, ou enfin peu importe ce qu'on fera, mais on aimerait bien, tu vois, justement pouvoir justement faire un truc un peu dans le sud, pour faire un peu déplacer tous les Bretons chez nous aussi, parce que et quand je dis les Bretons, c'est une blague ce que je dis, mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait un peu plus, un peu partout. Et plus, effectivement, parce que là, tu vois, moi, par exemple, je suis un peu dégoûté, j'ai pas pu aller justement à l'Open, là, au premier Open fédéral. Et puis, c'est chiant, parce que du coup, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, mine de rien, j'ai loupé quelque chose, je sais qu'il est important, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr. c'est. La géographie de la France et la géographie des fléchettes n'aide pas forcément, comme tu le dis. Mais là, le week-end dernier, l'Open fédéral, c'était dans les Vosges. Il y a un certain nombre de Bretons qui se sont déplacés, mais on peut les comprendre aussi. Alors, moi, j'ai la chance d'être en région parisienne, donc tous les tournois sont un peu loin, mais pas trop. Ouais, je vois. C'est 300 bornes, c'est 400 bornes, c'est peut-être 500 bornes, ok. Mais les joueurs du club de Guy Pava, par exemple, qui vont se déplacer à Remiremont, c'est 11 heures de route. Il y a 1000 bornes à faire, il y a 1200 bornes à faire, c'est pareil. Voilà, moi, c'était 12 compliqué, heures de route. Moi, c'était donc pour des soucis personnels, que je vais pas expliquer là, donc je pouvais pas venir parce que la route, en fait, je m'en fous. Même si je dois partir à 20 heures de route, j'irai, c'est pas la question. Mais c'est que je devais être présent. Donc voilà, avec autant de routes, tu peux pas. Si tu as une urgence, tu peux pas être à 11 heures de chez toi. Mais c'est vrai que ça c'est un souci. Mais bon, après ça, j'ai envie de dire, c'est un peu partout pareil. Là, on parle d'Open fédéraux, donc c'est que c'est des gens qui veulent essayer de faire des vraies compétitions et d'essayer de prendre des points au classement normalement. Donc j'imagine que dans tous les pays ça doit être un peu pareil, sauf que forcément ils ont peut-être plus d'organisation, donc ils sont peut-être pas obligés d'aller à tous déjà. J'imagine que ça va être un peu différent aussi, les nombres de points sont peut-être pas calculés pareil. Je sais pas du tout d'ailleurs. Ouais, et tout n'est pas, enfin je connais pas tous les pays, mais tout n'est pas organisé de la même façon. Mais par exemple, je sais qu'en Belgique, il n'y a pas du tout le même système. Pas du tout le même système. Il y a beaucoup de tournois qui sont organisés localement, mais il n'y a pas une fédération nationale qui chapeaute tout, qui organise ou qui calcule un classement national, par exemple pour la sélection nationale. Il y a d'autres moyens qui sont mis en œuvre pour faire la sélection nationale. Peut-être que je me trompe, mais moi j'avais compris ça. Donc il y a d'autres façons de faire dans d'autres pays.
Et aujourd'hui, nous, on a notre façon de faire, c'est pas un souci, mais c'est juste. Avant que j'oublie, je voulais quand même te poser une question déjà par rapport à l'équipe de France, parce que du coup, tu fais actuellement partie de l'équipe de France de fléchettes en WDF, oui. Tu as représenté la France. Quels sont les critères? Est-ce que tu sais exactement ce qu'on vous demande? Est-ce que c'est, j'imagine, un nombre de victoires, un certain nombre, enfin voilà, comment vous êtes sélectionné? Allô? Ah oui, je te voyais plus, pardon. Non, c'est difficile à dire. Enfin, il y a des critères, je pense, de résultats et de classement. Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il est écrit noir sur blanc quelque part quels sont les critères de sélection? Je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Donc, et je sais aussi que sont à l'étude, pas une refonte, mais en tout cas il y a une réflexion en cours sur, justement, je pense, sur la sélection de l'équipe de France. Quels sont les critères? Comment on organise ça? Comment on prévoit ça sur les grands tournois internationaux? Oui, bien sûr. Donc, ça, il y a une réflexion en cours, mais aujourd'hui, honnêtement, Joanne, je ne saurais pas te dire quels sont les critères. Je dis peut-être que du coup, en faisant passer l'équipe de France, peut-être tu le savais. Voilà. Non, si ce n'est performance et classement. Ah oui. D'ailleurs, si à la fin de la saison, tu es 65e du classement national, il va être compliqué d'espérer une sélection. Enfin, on peut toujours l'espérer, il va être compliqué de la décrocher. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a que 5 places en tout par équipe. Donc 4 titulaires et c'est pas un remplaçant, mais comment dire, un réserviste. Ouais, bien sûr. Qui est sélectionné et qui part si jamais il y a un problème avant la compétition avec mais c'est ce qui s'est passé, vous d'ailleurs, par rapport à Jess Delorme. C'est ce qui s'est passé, oui. Et même sur les 2-3 dernières années, il y a eu des réservistes qui ont pris la place des titulaires. Okay. Mais 5 places, c'est pas donné. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas donné mathématiquement aux 5 premiers du classement. Ça, c'est sûr. Ça pourrait être un système. Hein. Ça pourrait être. C'est un système qui a des avantages et des inconvénients. Après, on sait que les 5 premiers sont pas forcément toujours les 5 meilleurs. En plus, hein, sur les classements, c'est ça qui est peut-être compliqué. Parce mais c'est avoir les gens qui sont. Oui, mais ça donne un ordre de valeur. Oui. C'est pas des bras cassés non plus. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Si tu finis, à un moment donné, avec le système de classement et de points qu'on a actuellement, si tu finis dans les 5 premiers du classement national, c'est que tu as fait soit une grosse perf à un moment donné, soit une série de demi-finales, ou voilà, et tu fais partie des meilleurs joueurs français. Il est quasi impossible d'être dans je dirais, les 6-8 premiers français et pas être un bon joueur. C'est impossible. Ouais. Enfin, c'est impossible. Non, parce qu'il faut à un moment donné, même si tu fais un coup d'éclat qu'on a vu par le passé, des gars qui ont fait des saisons un peu en demi-teinte, et puis tout d'un coup, paf, un week-end de fou aux Masters nationaux où tu marques un gros nombre de points. On peut se dire, la personne a fait que ça, mais les gars, il a gagné les Masters nationaux avec les 64 meilleurs joueurs français. Donc, à un moment donné, le classement reflète pas trop mal le niveau des joueurs. Le seul truc, c'est que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et même en antenne, le fait qu'il y ait si peu de tournois n'avantage pas une personne qui soit ne peut physiquement pas venir à un tournoi pour une raison quelconque, comme toi, ou qui fait un tournoi moyen, qui se fait sortir au premier tour. Voilà, on peut toujours dire faut juste être meilleur, ce qui est vrai, mais quand une contre-performance ou une absence. Mais tu sais que moi, c'est pour ça que si je peux conseiller un truc en compétition, moi, c'est pour ça que moi, j'ai l'avantage d'avoir, toi, par exemple, des frontières pas loin, comme l'Italie, l'Espagne, enfin, pas loin, sans me parler, hein.
Mais oui, s'y passe des choses et ça peut être intéressant d'aller jouer là-bas. Moi, je sais que du coup, c'est pas super loin, donc j'aurais tendance à aller plus facilement, aller faire justement certains tournois WDF ou même des tournois locaux, peu importe. Et puis ça fait du bien. C'est pour ça que je fais le Challenge Tour. Ouais. C'est exactement pour ça que je fais le Challenge Tour. C'est pas pour décrocher ma carte, comme non, c'est pour faire des tournois et c'est pour hausser mon propre niveau, pour être meilleur déjà pour moi-même, mais pour être meilleur ici en France, et pour essayer ou espérer continuer au plus haut niveau, de continuer à avoir des sélections de l'équipe de France, qui est pour moi c'est le summum pour un joueur amateur, d'être sélectionné pour son équipe nationale, d'autant plus pour un Anglais qui est sélectionné pour son pays d'adoption. C'est quand même un truc incroyable. Moi, je t'avoue que ça fait partie de mes objectifs. J'espère qu'un jour, je touche du bois, j'espère qu'un jour j'arriverai à je te le souhaite, être dans l'équipe de France. Ouais, mais bon, peut-être pas, ce sera pas tout de suite, mais j'essaierai. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, Yann, pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Moi, je dirais de continuer à avoir, parce que je suis plus tout jeune, hein. Je fais partie des vétérans. J'ai l'âge d'un vétéran. Donc, de continuer à avoir la passion des fléchettes, d'avoir la niaque, d'avoir envie d'aller faire de la compétition, d'être au top niveau. Et je te le dis, voilà, c'est d'être suffisamment bon dans la durée pour qu'au mois de juin, on vienne m'appeler en disant Coupe du Monde, Coupe d'Europe, équipe de France. C'est vraiment le truc, j'adore. Je troquerai tous les autres trucs contre ça. Moi, c'est un truc que j'ai pu expérimenter. J'ai eu énormément de chance d'avoir eu ces sélections. Et je trouve ça, c'est un truc de fou. Donc, continuer à prendre du plaisir. À prendre du plaisir et si possible, de continuer à jouer pendant une paire d'années encore à un bon niveau en France. Voilà. Écoute, je te remercie énormément. La vidéo va s'arrêter ici. Tu sais que ça fait déjà 1h40 que la vidéo a commencé. Je le vois. Eh bien, écoute, je sais qu'après, c'est le genre de format qui s'écoute en voiture, ça. Les gens regardent pas forcément la vidéo, tu sais, c'est format podcast, comme ça, souvent les gens écoutent que l'audio. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié faire cette vidéo avec moi. Moi, j'ai apprécié, ça fait déjà un moment qu'on en parlait en off, qu'on devait se voir, mais il y a eu pas mal de contretemps. En tout cas, je suis très très content. Est-ce que je vais te donner le mot de la fin. Que pourrais-tu nous dire en mot de la fin? Moi, je vais dire, je sais qu'il y a des gens qui regardent ta chaîne qui sont des joueurs de fléchettes un peu expérimentés. Il y en a d'autres qui découvrent peut-être. Moi, ce serait juste de souhaiter à tous d'avoir, de trouver ce petit truc, cette étincelle, cette passion pour le jeu, et de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice pour que les fléchettes en France grandissent et qu'on trouve un sport qui est de plus en plus beau, plus répandu et qui attire de plus en plus de monde. Donc ça passe par les compétitions, ça passe par le bouche à oreille, ça passe par ta chaîne YouTube, ça passe par Thibaut Bico en PDC, ça passe par plein de trucs, mais les fléchettes grandissent et grandissent bien. Donc le mot de la fin, ce serait que chacun puisse y participer un peu et que le jeu, les fléchettes en France deviennent de plus en plus intéressantes à regarder et à jouer. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Je remercie beaucoup. Du coup, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent sur ma chaîne. Ma chaîne a énormément d'abonnés qui sont arrivés très récemment. Je vous remercie, moi personnellement, pour la force que vous me donnez tout le temps, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui suit cette chaîne, et donc c'est intéressant, parce que moi ça me donne de l'intérêt à faire ces vidéos. Et puis j'espère que vous apprenez des choses. Je fais ce que je peux, je suis tout seul, je le dis constamment, mais c'est vrai.
Je fais en fonction de mon emploi du temps. Je suis aussi joueur, donc ça prend aussi du temps. En tout cas, je te remercie énormément, Liane, pour ta disponibilité, pour ta gentillesse, pour tes conseils, parce qu'en off, il faut savoir que c'est quelqu'un qui m'a énormément conseillé, avec Nicolas Thuillier d'ailleurs. Il y aura qui, bon, je vais l'annoncer, on fera une vidéo avec Nico aussi. Je sais pas quand, faut qu'on se mette ça en place, mais voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire de ce que vous avez pensé de cet échange. Si vous avez des questions à poser à Yann, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense que j'y répondrai ou il y répondra s'il peut aller sur la vidéo répondre. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut Yann et ciao. Salut. Au revoir.